fonctionne, que si ça ne fonctionne pas, on ne va pas dégueuler tant que c'est pas réparé. C'est ça que ça veut dire d'être en production. Et ensuite, qu'on a étendu progressivement à tous les services. Donc aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, la totalité des services publics de la FNIC sont en IPv6. Et on a même déjà vu, de manière très limitée, mais on a quand même déjà vu des attaques sur IPv6. C'est ça qui fait qu'on peut parler d'IPv6, pas simplement parce qu'on l'a lu dans les livres, aussi parce qu'on l'a fait fonctionner en vrai. Là-dedans, à l'intérieur de la FNIC, moi je travaille effectivement à la R&D, j'ai plusieurs activités. Les deux grosses du moment sont l'une sur la résilience de l'Internet, c'est-à-dire sa capacité à résister aux pannes, aux problèmes, et à tentative de mesurer cette résilience, qu'on fait dans un travail fait en commun avec l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et qui se traduit par la publication d'un rapport sur la résilience de l'Internet en France, rapport annuel. Oui, je sais, on est en retard pour l'édition 2012, mais on y travaille. Et l'autre partie, c'est plus la sécurité face aux attaques par délit de service. Comment les gérer, comment les contrer, comment faire fonctionner notre service malgré ça. Pour toutes ces activités, on embauche. Donc on a besoin de stagiaires, de gens en alternance ou de CDI. On embauche, ce n'est pas toujours sur le site web. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez travailler sur des questions liées à la sécurité ou à la résilience. Il faut savoir programmer, ou en tout cas être capable d'apprendre, en C ou en Python. Et puis en C, il faut savoir faire du binaire un peu rigolo. Il faut connaître les réseaux ou avoir envie de les apprendre. C'est ce genre de choses qu'on fait et pour lesquelles donc, on serait ravis d'avoir des gens en plus. Donc appel à tous les candidats intéressés. IPv6 maintenant. Alors, IPv6, comme son indique, c'est une nouvelle version d'IP. Ça veut donc dire que si jamais, imaginons que vous n'ayez pas appris IPv6, seulement IPv4, vous inquiétez pas, c'est une nouvelle version d'IP, c'est pas un nouveau protocole, c'est pas un truc différent, ça repose donc largement sur les mêmes concepts. C'est un vieux truc, hein, ça a été normalisé il y a pas mal de temps. Moi j'avais fait partie du premier groupe de travail IPNG, c'était IPNG à l'époque, qui à l'IETF avait défini les principes du nouveau protocole. Et la norme actuelle, c'est le RFC 2460. La normalisation d'IPv6 dans sa version actuelle s'est étalée de 95 à 98. Donc vous voyez que c'est vraiment un vieux protocole. Quand je disais que la FNIC l'avait en production depuis plus de 10 ans, ça n'a rien d'extraordinaire. Ce n'est pas vraiment une innovation. Quelles étaient les motivations pour développer IPv6 et pourquoi on ne se contentait pas de l'IPv4 originel? Comme ça? Parce que vous mettez dirigé vers vous, la tête du micro. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, c'est mieux. D'accord. Voilà. Donc, quelles étaient les motivations pour IPv6? La principale, à la limite l'unique, enfin l'unique importante en tout cas, c'est de disposer de plus d'adresses. L'espace de IPv4 ne permet que 2 puissance 32 adresses, ce qui n'est pas suffisant même pour en donner une à chaque personne sur Terre, puisque l'objectif étant que tout le monde soit connecté, et même multiplement connecté, puisque chacun a sur soi son ordinateur portable, son smartphone, sa tablette, voire son pacemaker connecté à Internet et tout ça. Donc on a besoin de plus d'adresses IP aujourd'hui qu'une par personne. Donc l'espace d'adressage d'IPv4, de toute façon, est limité. C'est moi qui fais les bruits. Visiblement, il y a un PowerPoint sur la Là. Donc, désolé pour les toc-toc qui sortent du haut-parleur, c'est les surprises de la sono. Non, si je change d'endroit, c'est pas mieux. Donc, il y a eu plusieurs bricolages qui ont été faits pour IPv4 pour essayer de retarder le moment où l'espace d'adressage serait limité, comme par exemple les CGN, Carrier Grade NAT, qui sont un routeur NAT, donc avec traduction d'adresse, mais servant non pas juste une maison ou une petite entreprise, mais des centaines, voire des milliers d'utilisateurs. Ces bricolages ne permettent pas de rétablir ce qui est le principe fondateur d'IP, qui est la communication de bout en bout. C'est-à-dire, le principe fondateur d'IP, c'est deux machines qui veulent communiquer, et j'ai bien dit qu'ils veulent communiquer, parce qu'en sécurité, il y a aussi le cas où on n'a pas envie de communiquer avec quelqu'un. Deux machines qui veulent communiquer doivent pouvoir le faire, c'est-à-dire s'envoyer des paquets directement. Ça, en IPv4, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, pas mal d'années après la normalisation, il y a encore des gens qui ne sont pas entièrement en IPv6. Il y a encore des sites web
pas accessible en V6. Il y a encore des gens qui sortent des écoles, ou surtout des DUT, mais même aussi des écoles d'ingénieurs sans avoir jamais vu IPv6. Bref, le déploiement a été plutôt laborieux. Par exemple, un truc que j'aime bien quand je suis invité dans les écoles, j'aime bien dire du mal des gens qui m'invitent. Je constate, quand je regarde les programmes de plusieurs écoles d'ingénieurs encore aujourd'hui en France, que soit il n'y a que IPv4, soit dans le meilleur des cas, il y a à la fin de l'année 2 heures sur IPv6 en vitesse présentées comme un truc en plus, mais pas intégré dès le début. C'est très très rare qu'il y ait des formations IP où dès le début on fasse autant d'IPv6 que d'IPv4. C'est ce qui devrait être le cas en 2013, mais je connais très très peu d'écoles qui fonctionnent comme ça. Alors, il y a aussi, depuis le temps que IPv6 est normalisé, depuis le temps qu'il existe, pas mal d'évolutions. C'est ça qui justifie régulièrement de se tenir au courant pour la sécurité IPv6, c'est qu'il y a eu aussi des changements. Et donc si vous lisez par exemple un article sur la sécurité d'IPv6 qui date de 10 ans, beaucoup de choses ont changé. Ont changé dans les normes, il y a eu d'autres RFC qui sont sortis depuis, et ont changé aussi dans la pratique, dans les implémentations. En fait, est-ce que c'est pas mieux si je parle sans micro? Si, on va changer de pile. Ça va. Bon, en attendant qu'on change, normalement j'ai une voix qui porte, donc avec un peu de chance, si au fond de la salle vous n'entendez pas, faites des gestes de détresse, j'en tiendrai compte et je répondrai. Donc, le cadre général c'est ça, un vieux protocole, mais peu déployé, un déploiement très insuffisant par rapport à la demande, et des évolutions qui fait que si vous lisez un vieux bouquin ou un vieil article sur IPv6, les choses... Merci. Alors, on va voir maintenant si ça marche comme ça, et si on n'a plus les toc-toc qui sortent du haut-parleur. Sinon, je reprendrai sans micro. C'est bon. Je ne vais pas vous faire un cours complet sur IPv6, on n'a que 2 heures, et mon but, c'est de parler de problèmes de sécurité, donc de voir des détails un petit peu pointus. Néanmoins, il y a quelques points de IPv6 qu'il est important de garder en tête parce qu'ils ont une conséquence directe sur les problèmes de sécurité. La première, évidemment, c'est que les adresses sont plus longues. C'est bien pour ça qu'on a inventé IPv6. C'est pour résoudre le problème de l'espace d'adressage de IPv4 qui est trop petit. Souvent en informatique, c'est comme ça, on prend un champ de taille fixe, on dit « Oh, ça suffira bien ». Les vieux qui avaient travaillé sur des PC avec MS-DOS se souviennent de la fameuse phrase de Bill Gates disant que 640 kilooctets comme de RAM, ça devrait suffire pour tous les usages prévisibles. Là, 32 bits, ça semblait énorme. En fait, si vous lisez le RFC 1, le tout premier RFC qui est sorti, les adresses de l'ARPANET à l'époque étaient sur 5 bits. Seulement 5 parce qu'on avait besoin dans l'octet, on avait besoin des autres bits pour autre chose, la mémoire coûtait très cher à l'époque. Et le RFC1 qui décrit cet adressage dit quand même 5 bits, ça risque de devenir insuffisant, il faudra prévoir une extension de l'espace d'adressage. C'était en 1969, effectivement 5 bits, c'était pas assez. Mais même les 32 bits de IPv4, qui a été normalisé en 1981, si je ne dis pas de bêtises, les 32 bits d'IPv4 ont très vite été insuffisants. Donc les adresses dans IPv6 font 128 bits, et 128 bits comme ça, quand on dit comme ça, bah oui, c'est 4 fois plus grand, c'est tout. Non, c'est pas 4 fois plus grand. C'est qu'au lieu de 2 puissance 32 adresses, on en a 2 puissance 128. Un nombre qui défie l'imagination. Pour prendre un exemple, ça a des tas de conséquences pratiques. Pour prendre un exemple qui n'est pas dans la sécurité, il y a des logiciels de gestion des adresses IP, les IPAM, ceux qui servent aux opérateurs à gérer les préfixes alloués, quel client, quelle adresse, etc., qui fonctionnent en énumérant dans la base de données toutes les adresses IP d'un préfixe. Quand vous mettez un nouveau préfixe, 192.0.2.0/24, le logiciel génère effectivement dans la base une entrée par adresse IP. Ce genre de technique ne marche plus en IPv6. De même, si vous voulez à un moment donné stocker toutes les adresses IP possibles dans un tableau en mémoire, ben en IPv4, vous avez un gros tableau de puissance 32 entrées. En IPv6, vous avez un tableau qui dépasse les possibilités de tous les ordinateurs, quelle que soit la quantité de RAM qu'ils ont. Donc, un certain nombre de techniques d'implémentation ne marchent plus. De même, alors pour ce qui concerne plus spécialement la sécurité, des trucs comme le scan, vous balayez toutes les adresses IP d'un réseau bêtement pour trouver toutes les adresses possibles, ne marchent plus telles quelles en IPv6. Je n'ai pas dit qu'elles ne marchaient plus. J'ai dit on ne peut pas utiliser les mêmes techniques.
Si vous utilisez fping, par exemple, pour pinguer toutes les adresses d'un réseau, il y a une option très pratique, -g, qui prend comme argument un préfixe et qui va à ce moment-là balayer tout ce qu'il y a dans le préfixe. Vous l'essayez avec une adresse IPv6, vous avez un message vous disant unsupported family address seulement en V4. Parce que le balayage en V6 nécessite des techniques complètement différentes. Autre cas où les adresses plus longues ont une grande conséquence, tous les trucs qui ont un état. Vous imaginez par exemple un pare-feu qui a un état, c'est-à-dire qui se souvient des connexions qu'il y a eu, de quelles adresses, de combien de paquets ont été envoyés, par exemple, pour limiter le trafic. Ben, si vous faites ça en IPv6, en IPv4, potentiellement, le pare-feu aura donc besoin de 2 puissance 32 machines mémorisées. En IPv6, vous explosez complètement le pare-feu. Faites l'expérience, hein, ça marche très bien. Vous plantez la quasi-totalité des pare-feux commerciaux en les essayant en IPv6 et en faisant varier l'adresse IP source tout le long des 128 bits. Un 2 puissance 128, c'est un truc qu'il faut se rappeler, c'est un nom qui est grand. Mais grand, vraiment grand. Hein. Ça aura des tas de conséquences pratiques. Autre particularité d'IPv6 qui n'avait pas vraiment d'équivalent en V4 et qui a des conséquences sur la sécurité, c'est l'autoconfiguration sans état. Alors, dans un réseau local, vous ne souhaitez pas aller sur chaque machine et lui configurer explicitement une adresse. Et en plus, avec les machines nomades et des choses comme ça devient impossible. Donc IPv4 dispose d'une technique qui s'appelle l'autoconfiguration avec état, en utilisant le protocole DHCP. Vous configurez le serveur DHCP pour qu'il donne des adresses et qu'il se souvienne des adresses qu'il a données. C'est pour ça qu'on parle d'autoconfiguration avec état. Du point de vue de la machine, par exemple du smartphone, c'est de l'autoconfiguration, puisque le smartphone ne porte pas d'adresse. Là, par exemple, j'ai connecté le mien au réseau de l'ESVI, je n'ai pas eu à lui configurer une adresse particulière, il l'a obtenu en DHCP, mais avec état, parce que le serveur DHCP, lui, se souvient des adresses qu'il a allouées. IPv6 rajoute une nouvelle possibilité, qui est l'autoconfiguration sans état. Elle n'est pas obligatoire, hein. J'ai lu beaucoup de bêtises là-dessus, du genre qu'en IPv6, il fallait laisser que toutes les adresses soient dynamiques, n'importe quoi. C'est pour ça que au tout début, je m'étais permis cette chapitre de pub où j'expliquais qu'à la FNIC, on a IPv6 en production depuis 10 ans et donc que je peux parler d'IPv6. Par contre, un certain nombre d'articles dans les blogs, dans les journaux, dans 01 et dans les trucs comme ça ou dans générationnT.com, un certain nombre d'articles qui parlent d'IPv6 sont écrits par des ignorants complets. Et donc, c'est des articles qu'il vaut mieux ne pas les lire. Donc, l'autoconfiguration sans état est possible, pas obligatoire. Par exemple, à la FNIC, sur les réseaux des serveurs, on n'utilise pas. Les serveurs ont des adresses statiques dans ETC quelque chose, mises en dur dans chaque ETC. Mais sur les pour les machines nomades qui se promènent pour les postes de travail, c'est bien pratique. Donc comment ça fonctionne, l'autoconfiguration sans état? Le routeur émet des paquets qui s'appellent les RA, Router Advertisement. Ces paquets sont diffusés sur tout le réseau local. Les machines, à ce moment-là, les écoutent, et en les écoutant, qu'est-ce qu'elles apprennent? Elles apprennent le préfixe du réseau. Alors, dans le paquet RA, vous avez le préfixe du réseau. La machine combine ce préfixe avec un suffixe qui est typiquement, dans le cas le plus fréquent, dérivé de son adresse MAC. Donc la machine prend son adresse MAC, fait quelques petites opérations dessus, rajoute le préfixe devant qu'elle a appris en RA, et pouf, elle a comme ça une adresse sans état, puisque le routeur n'est pas l'équivalent du serveur DHCP. Hein. Il ne mémorise rien, il ne sait pas quelles adresses ont été allouées, il ne sait pas ce que les machines ont pris comme adresse. Donc d'où le nom de autoconfiguration sans état. Alors c'est super pratique. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un serveur DHCP avec sa mémoire. Le routeur, ça peut fonctionner par exemple sur un routeur qui n'a aucun mécanisme de stockage, qui est entièrement, où tout est entièrement en RAM. Le routeur n'a pas besoin de retenir quoi que ce soit, donc il n'y a pas de risque. De même, vous pouvez mettre pour des raisons de redondance plusieurs routeurs, ça marchera très bien, ils n'ont pas besoin de se coordonner, puisqu'ils ne se souviennent pas des adresses qui ont été allouées. Maintenant, on verra que ça a des conséquences rigolotes sur la sécurité. En fait, comme souvent en sécurité, les choses qui sont bien pratiques, c'est en général celles qui posent le plus de problèmes de sécurité. Alors, maintenant, une vision, avant qu'on entre dans les détails justement un peu précis, dans les pièges, dans les problèmes, dans les points particuliers, je voudrais que vous gardiez en tête une appréciation générale. IPv6, c'est IP. C'est une nouvelle version d'IP. Ça veut dire que quand il y a quelque chose que vous ne connaissez pas dans IPv6, eh bien, si vous le connaissez en IPv4, vous pouvez l'appliquer, en général ça marche.
Ça n'est pas un nouveau protocole. Il y avait eu un débat là-dessus dans le groupe IPNG, qui était est-ce qu'on allait en profiter pour faire un nouveau protocole plus rigolo? Et ça avait été tranché en faveur de on utilise le IP avec tous ces principes. Ça veut donc dire que si vous regardez globalement la sécurité d'IPv6, la plupart des problèmes, j'ai mis 95% parce que j'aime bien les chiffres, mais ce n'est pas une mesure scientifique, c'est du pifomètre. La plupart des problèmes sont exactement les mêmes en IPv4 et en IPv6. Ça veut dire que si on vous a collé la responsabilité de la sécurité d'un réseau IP, ben vous aurez le même genre de problème en V4 et en V6, le même genre d'ennui, le même genre de prise de tête, dans 95% des cas. Cet exposé, vu son sujet, vu son titre, va se focaliser sur les 5% qui restent. C'est-à-dire que je vais parler de ce qui est spécifique à IPv6. Donc pendant 2 heures, vous allez m'entendre causer de points qui sont spécifiques à IPv6, mais je voudrais que vous gardiez en tête que ces points-là sont en fait une petite minorité. Gardez toujours ça en tête. Quand vous occupez de la sécurité d'IPv6, ben, c'est la même chose que la sécurité d'IPv4. Pour la grande majorité des cas. Maintenant, comme vous êtes venu pour un exposé qui s'appelle Sécurité IPv6, vous seriez déçus si je vous parlais des 95%, donc je vais surtout parler des 5%. Quand même un petit mot sur les 95%, c'est quoi les problèmes de sécurité communs à V4 et V6 ben, par exemple, mettre une adresse IP source usurpée, c'est trivial. En V4 comme en V6, l'émetteur d'un paquet met absolument ce qu'il veut dans l'adresse. Alors des fois, après, ça ne sort pas du réseau, si c'est bien filtré, bien géré, etc. Mais au moins, au point de départ, vous pouvez mettre l'adresse que vous voulez. IPv6 a une possibilité d'empêcher ça, avec des adresses IP qui sont cryptographiquement signées. Un des avantages d'avoir 128 bits pour l'adresse, c'est qu'on peut mettre des trucs longs dans l'adresse. Par exemple, on peut mettre une clé publique, ou en tout cas le condensat cryptographique d'une clé publique, et on peut mettre des signatures dans les adresses, on peut faire des tas de choses rigolotes comme ça. C'est normalisé, c'est très peu déployé en pratique. Donc, en pratique, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en V6 comme en V4, l'attaquant peut mettre ce qu'il veut dans l'adresse IP source. Et donc, quand vous lisez, par exemple, dans les journaux, des trucs du genre attaque par déni de service sur tel site depuis des adresses IP chinoises, ça ne veut rien dire. C'est peut-être des Chinois, c'est peut-être autre chose. Comme les adresses IP peuvent être usurpées, ça peut être n'importe qui. De même, IP ne fournit pas par défaut de fonction de chiffrement ou d'authentification. Donc le paquet peut venir de n'importe qui, peut raconter n'importe quoi, et n'importe qui peut l'écouter sur le trajet. Bien sûr, il y a des technologies pour éviter ça. Vous avez sans doute entendu parler d'IPsec, mais IPsec est très peu déployé en pratique. Donc en général, quand vous interagissez avec votre banque, avec Gmail, vous ne pouvez pas compter sur IPsec. Vous pouvez toujours de votre côté activer IPsec. Je vous préviens tout de suite, ça ne marchera pas, votre banque en général ne le gère pas, donc vous ne pouvez pas compter là-dessus. Il y avait eu une légende qui avait couru au début d'IPv6 dans l'espoir de mieux vendre le produit, que dans IPv6, IPsec était obligatoire et donc que IPv6 était plus sûr. Ça a toujours été faux. Hein. Certes, quelqu'un avait écrit dans un RFC que IPsec était obligatoire, mais en pratique, personne n'en avait jamais tenu compte. Donc là-dessus, c'est un point où IPv4 et IPv6 sont exactement au même point. Par défaut, au niveau IP, pas de sécurité. Vous en avez des fois une à un niveau plus élevé. TLS, SSH, tous ces trucs-là. Mais au niveau IP, pas de sécurité particulière. Et ça, c'est une source d'ennui sans fin. Le premier aussi, c'est une source d'ennui sans fin. Les attaques par déni de service volumétrique, c'est-à-dire celles où l'attaquant n'essaye pas d'être malin, il n'essaye pas d'exploiter des failles rigolotes du kernel qui fait quand on envoie un paquet ayant telle caractéristique, on va planter la machine. Les attaques bêtes, les attaques par force brute, où on envoie simplement beaucoup de paquets, c'est exactement pareil en V4 et en V6. En V4 comme en V6, c'est très difficile de se prémunir contre ce genre d'attaque. Il n'y a pas vraiment de mécanisme pour les empêcher, et c'est une galère permanente dans l'Internet actuel. IPv6 ne change rien à ça. Après, il y a les attaques subtiles, mais bon, ça c'est une autre histoire. Là, quand je parle des attaques volumétriques, c'est vraiment celles qui sont bêtes. De même, toutes les attaques au-dessus de IP sont les mêmes en V4 et en V6. Et ça représente aujourd'hui probablement une bonne partie, voire la majorité des attaques. Par exemple, des attaques comme le TCP SYN-FLOOD, où vous envoyez un paquet TCP de début de connexion, SYN comme synchronize, mais vous ne répondez jamais ensuite.
vous envoyez juste une paquet de demandes de connexion. Donc la victime va réserver un état dans une table quelque part pour dire tiens, j'ai une connexion qui est en cours d'établissement. Et puis vous envoyez beaucoup de paquets comme ça, et vous remplissez la table de la victime, et après elle ne peut plus accepter des connexions légitimes. Ça travaille au niveau TCP, et TCP est le même en V4 et en V6. Ça veut donc dire que ce genre de problème sera exactement le même en V4 et en V6. De même, évidemment, toutes les attaques pour les applications. Si vous utilisez Joomla, WordPress, Typo3 ou les autres chefs-d'œuvre écrits en PHP, ou enfin, c'est pas vraiment que Java ce soit mieux, mais bon, si vous utilisez ces logiciels-là, vous êtes vulnérable de toute façon. Si vous avez un Joomla qui a été installé depuis plus de 15 jours, vous avez certainement au moins une faille attendant d'être exploitée, et que le transport soit en V4 ou en V6 n'a aucune importance. Donc ça, c'est un point important parce que c'est ça les 95% communs. C'est-à-dire que vous prenez les attaques réelles, pas celles qui sont montrées dans les confs comme Defcon, Black Hat et tout ça. Celles qui sont montrées dans les confs, c'est les attaques rigolotes. Les attaques où il faut être astucieux, où il faut être un vrai hacker, où il faut faire défiler du code assembleur pendant sa présentation style Matrix. Ces attaques-là sont très bien dans les confs de sécurité. Dans la réalité, les attaques qu'on voit vraiment, c'est des attaques bêtes. Hein. Prenez tous les rapports décrivant des attaques qui ont eu lieu. Ah zut, on avait un Joomla pas mis à jour. Ah zut, il y a quelqu'un qui a reçu un message disant vous avez gagné 200 € pour cliquer à cet endroit-là. Et pouf, son Internet Explorer télécharge un contrôle ActiveX et on est pawné et le reste s'ensuit. Ça, c'est des vraies attaques en monde réel. Ou bien des attaques volumétriques comme ça. Hein, on reçoit 10 gigabits par seconde de paquets qui nous arrivent dans la figure et on ne sait pas quoi faire. Ça, c'est les vraies attaques du monde réel. C'est très très loin de ce que vous voyez dans les conférences sécurité. Dans le monde de la sécurité, il y a vraiment un fossé énorme entre ce qui est fait dans les confs sécurité, où c'est que des trucs super rigolos, super malins, et ce qui est fait dans la réalité, où c'est que des trucs super bêtes et qui marchent drôlement bien. Donc ça, c'est les 95% communs. Si on vous a collé le rôle de responsable sécurité, si on vous dit à partir de maintenant, c'est toi qui est responsable de la sécurité, ben vous allez vous battre avec ça. Et donc le fait que ça soit V4 ou V6 ne changera pas grand-chose à votre métier. Ah, si, il y a aussi un dernier truc, le protocole de résolution d'adresse sur le réseau local. C'est-à-dire ce qui fait que vous partez d'une adresse IP et vous récupérez une adresse MAC. C'est pas le même en V4 et en V6. En V4, c'est ARP, en V6, c'est NDP. Les deux protocoles sont très très proches dans leur principe. C'est quoi le principe d'ARP? Vous criez sur le réseau, et il est où 192.0.2.3? Et la machine qui se reconnaît dit c'est moi. Ben, NDP en IPv6 fonctionne pareil. Vous voyez tout de suite la faille de sécurité que ça représente, hein, puisque n'importe qui peut dire c'est moi. Maintenant, les 5% restants. C'est pour ça que vous êtes venus. C'est pour voir les points qui étaient spécifiques à IPv6. Donc là, c'est le cœur de l'exposé. C'est les 5% restants. Donc ça, c'est des problèmes, ou au contraire des absences de problèmes, qui sont différents en V4 et en V6. Mais rappelez-vous qu'ils ne sont qu'une minorité. Alors, il y a deux sortes de différences. Il y a les différences contingentes et les différences permanentes. Les différences contingentes, c'est celles qui sont aujourd'hui, c'est les problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que dans l'état actuel des logiciels, dans l'état actuel des administrateurs réseau, parce que rappelez-vous que la sécurité, c'est pas du logiciel, c'est pas du matériel, c'est des humains. Les failles, en général, elles sont là. Elles sont pas. C'est pour ça que la sécurité, par exemple, par l'achat d'un boîtier qu'on baptise firewall et qu'on met devant, c'est en général pas une bonne approche de la sécurité. La sécurité, c'est avant tout des affaires d'humains, aussi bien du côté des attaquants que des défenseurs. Et dans l'état actuel de la sécurité, ben, il y a un certain nombre de problèmes, mais qu'on peut espérer que ces différences vont disparaître avec le temps. Car pour pas mal de gens, aujourd'hui, IPv6, c'est récent, et donc il y a des choses qui marchent. En général, ça c'est en défaveur d'IPv6. C'est-à-dire en général, ces différences sont en défaveur d'IPv6, il y a plus de bugs, les administrateurs sont moins compétents, etc. Mais c'est contingent au sens où ça va disparaître avec le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème fondamental d'IPv6, c'est un problème qu'il y a pour tout le déploiement de toute technologie nouvelle. Et puis vous avez des différences qui sont vraiment liées au protocole. Celles-là ne vont pas disparaître. Par exemple, le fait que, comme les adresses IP sont plus... qu'il y a plus de bits pour l'adresse IP, le scan
d'un réseau ne doit pas se faire bêtement, mais doit utiliser des techniques plus astucieuses en V6, ça restera. C'est une différence fondamentale entre les deux protocoles, et ça va rester. Donc tout dépend. Si vous êtes un praticien de la sécurité, si vous avez des problèmes aujourd'hui avec votre réseau, peu importe que la différence en V4, V6 soit contingente ou permanente, vous devez vous en occuper aujourd'hui. Si par contre vous faites des choses plus stratégiques, du genre l'évaluation d'IPv6 pour le futur de la sécurité, des choses comme ça, à ce moment-là, vous devez intégrer ça, parce que les différences contingentes, il y en a déjà beaucoup qui ont disparu, et c'est déjà pas du tout les mêmes aujourd'hui qu'il y a quelques années, et le reste devrait logiquement disparaître. Alors, est-ce que ces différences font que IPv6 est plus sûr que V4, moins sûr, etc., ou que ça ne fait pas de différence? J'en reparlerai tout à la fin, pour répondre à la question est-ce que IPv6 est plus sûr que IPv4. Je vous dis tout de suite que dans les différences, ça ne joue pas forcément en défaveur d'IPv6. Certaines jouent en faveur des V4, certaines en faveur de V6, d'autres sont des différences, mais qui sont neutres. Commençons par un exemple typique de différence contingente. C'est le cas où on a des ACL dans un pare-feu et où ces ACL sont maintenus à la main. Alors normalement, ce n'est pas une bonne pratique. Hein. Normalement, si vous faites la sécurité en gérant les ACL à la main, rapidement, vous allez vous tromper, vous allez en oublier, vous n'allez pas savoir faire. En général, on utilise un logiciel de plus haut niveau, on donne une politique de sécurité au logiciel et il produit les ACL qui correspondent. Par exemple, en logiciel libre sur Unix, c'est Shorewall. Il y a d'autres, il y a des tas d'autres équivalents. Mais si des fois, les gens utilisent un script custom aussi à eux, c'est-à-dire qu'ils se sont fait un script à eux qui prend leur politique de sécurité, mouline et produit les ACL. Si vous gérez les ACL à la main, vous risquez des problèmes. Un problème très courant, et qui arrive très souvent, qu'on voit très souvent dans les audits de sécurité, c'est qu'il y a des ACL en V4, ah oui, puis en V6, c'est grand ouvert. Il n'y a rien. Alors, ce n'est pas un problème fondamental de V6. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas mettre les ACL en V6. C'est un problème que pas mal d'administrateurs n'ont pas V6 dans leur écran radar, où ils oublient, où ils n'y pensent pas, et où donc ne mettent pas le même niveau de sécurité. Quand je parlais tout à l'heure qu'à l'AFNIC, on avait IPv6 en production, ça veut dire, j'avais dit que ça voulait dire que c'était supervisé, ça veut dire que quand c'est en panne, on répare, ça veut dire aussi qu'il y a le même niveau de sécurité. C'est-à-dire que les tests de pénétration sont faits en IPv6 autant qu'en IPv4, que les ACL sont testés aussi en V6, ce genre de choses. Ce n'est pas le cas partout. Donc ça, c'est un problème. À la fois, j'ai honte d'en parler parce que c'est idiot. Bah, évidemment, personne ne va faire ça. Ben si. En même temps, la sécurité, quand on fait des audits de sécurité, on constate que les bêtises les plus énormes ont lieu réellement dans le monde réel. On voit réellement des problèmes comme ça. Donc ça, c'est un exemple d'une différence contingente. Avec le temps, au fur et à mesure que l'IPv6 sera de plus en plus dans l'esprit des gens, dans la mentalité des gens, on aura de moins en moins ce genre de problème. Mais aujourd'hui, si vous êtes auditeur sécurité, par exemple, aujourd'hui, c'est un des premiers trucs que vous pouvez regarder. Vous dites, ah oui, ben, votre truc est drôlement bien protégé en V4. Mais alors j'ai fait un Nmap en V6, et alors là, hop, tout est ouvert. Ça, ce genre de choses, ça existe. Autre exemple de différence contingente qui est à l'heure actuelle très présente, et dont j'espère qu'elle va disparaître petit à petit avec le temps, c'est les logiciels qui sont limités, qui n'ont pas les mêmes fonctions. Ça, c'est très très fréquent dans le monde du logiciel commercial, c'est moins fréquent dans le monde du logiciel libre, mais ça arrive aussi. Vous avez par exemple un pare-feu qui gère IPv4, mais pas V6. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout de fonction de filtrage en V6. Ça arrive. Ça arrive, c'est courant notamment chez les box bon marché qu'on achète pour Monsieur Michu pour mettre à la maison. Donc là, vous n'avez même pas le risque d'oublier une ACL, vous ne pouvez pas en mettre. Donc ça, c'est un point à regarder typiquement quand vous faites des achats, c'est un point à vérifier, hein, et c'est un problème relativement fréquent encore aujourd'hui. Là encore, pas tellement dans le monde du logiciel libre, donc si votre pare-feu c'est je crois qu'il y a un exposé cet après-midi sur Packet Filter, par exemple, Packet Filter n'a pas du tout ce problème, il gère V6 aussi bien que V4, ça c'est réglé. Mais c'est un problème que vous trouverez avec certains logiciels. Encore plus drôle d'ailleurs, c'est ceux qui non seulement ne gèrent pas IPv6, mais quand un paquet IPv6 se présente, plante. Ça j'en ai déjà vu.
Ça, c'est plus rigolo. Et là, vous ne pouvez pas donner comme solution, il suffit de ne pas déployer IPv6. Non, le paquet, il arrive de toute façon, que vous le vouliez ou pas. Donc ça, ce genre de problème est un problème qui est fréquent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je voudrais bien pouvoir dire qu'aujourd'hui, on a parité complète V4 et V6 dans le logiciel. Clairement, ce n'est pas vrai. C'est vrai pour les grands logiciels vedettes, notamment dans le monde du logiciel libre. Apache, Postfix, Bind, MSD, tous ces trucs-là, Nginx, tout ça, vous n'avez pas de problème. Ou Packet Filter, NetFilter sur Linux, dans le monde de la sécurité. Tout cela, ils n'ont pas de problème, ils gèrent V6 aussi bien que V4. Plus vous migrez vers des logiciels, comment dirais-je, qui ne sont pas des grands logiciels connus, plus vous avez des problèmes. Donc faites bien gaffe quand vous vous êtes fait fourguer une solution de sécurité, elle n'a pas toujours parité des fonctions. Il y a plus subtil aussi, et plus embêtant. Là, à la limite, si le logiciel n'a pas du tout IPv6, en général, ça se voit. Vous regardez la feuille, il n'y a pas IPv6, ou vous regardez les fonctions, vous apercevez que ce n'est pas indiqué. Mais il y a un truc plus embêtant, c'est les logiciels qui, certes, gèrent IPv6, mais pas aussi bien, ou pas aussi vite. Pas aussi vite, par exemple, c'est le cas des pare-feux ou routeurs. Typiquement, pour aller vite, une bonne partie du traitement d'un paquet n'est pas faite comme sur un PC en envoyant le paquet dans la mémoire puis en demandant au CPU de l'examiner. Elle est faite dans des ASIC qui sont souvent directement sur les cartes. Ça permet d'aller plus vite. Mais ce que vous trouvez des fois dans certains équipements, c'est que vous avez des cas où les IPv6 est géré comme sur un PC en logiciel, alors qu'IPv4 est géré par les ASIC. Et donc les performances ne sont pas du tout comparables. Vous avez les mêmes fonctions, mais pas du tout les mêmes performances. Alors par exemple, dans la gamme Cisco, ça a été le cas pendant très longtemps, pour la plupart de leurs routeurs. Aujourd'hui, à ma connaissance, ça n'est plus vrai, encore que pour les routeurs bas de gamme, je me méfierais. Mais ça a été le cas pendant longtemps. Et pour d'autres matériels, ça peut être encore le cas. Donc c'est un truc à vérifier, parce que là, cette fois, vous ne pouvez plus vous en apercevoir simplement en regardant la factclé. Ce que vous regardez la feuille, vous avez filtrage IPv4, IPv6. Super, vous vous dites. Et puis après, vous essayez en performance, et vous voyez que en IPv6, ça marche bien quand vous tapez ping, mais dès que vous faites un vrai trafic, ça ne fonctionne plus. Donc ça nécessite de vérifier ce que racontent les vendeurs. C'est pas tout d'avoir la case cochée IPv6. C'est d'autant plus important qu'un certain nombre de gros clients prennent soin d'exiger IPv6 dans les fonctions. Par exemple, le gouvernement fédéral aux États-Unis, maintenant dans tous les appels d'offres, il y a qu'il faut IPv6. Résultat, beaucoup de vendeurs ont mis IPv6 parce que c'est quand même un gros client, le gouvernement fédéral états-unien. Ils ont mis IPv6, mais ils n'ont pas mis au même niveau de performance. Et le malheureux DSI du Department of Transport ou Energy, un truc comme ça, qui achète du matériel, il regarde, il dit « Ah, il y a IPv6, c'est bon, je suis compatible ». Donc ça, ce point des performances est un point important, il faut tester. Ça, il faut tester ou bien faire tester par quelqu'un. Tout aussi embêtant, il y a le cas où, certes, il y a IPv6, c'est marqué, mais il n'y a pas les mêmes bugs, ou plus exactement, il y en a plus en V6. En gros, ces logiciels-là sont testés en IPv4, parce que des tas de gens utilisent IPv4, les bugs auraient été détectés depuis longtemps, mais il y a certains logiciels, quand on les essaye, on se rend compte que le type, il ne les a jamais vraiment essayés en IPv6. C'est pas possible. Il a mis IPv6 parce que soit il trouvait cool, soit il voulait vendre au gouvernement fédéral ou un autre client qui exigeait IPv6, mais à en juger par le nombre de bugs qu'il y a, il n'a pas testé. Alors je sais pas, par exemple sur mon PC, il y a quoi? Network Manager par exemple. Network Manager sur Ubuntu, sur les systèmes équivalents, il gère IPv6 en théorie. Quand on essaye vraiment de l'utiliser avec les vrais réseaux IPv6, on se dit, c'est pas possible, le développeur, il a jamais testé ou quoi? C'est un cas relativement fréquent aujourd'hui. Donc, dans les domaines de sécurité, c'est important. Ça veut dire que vous pouvez avoir donc des cas de performance faible, ou vous pouvez avoir des cas de bugs qui ne sont pas les mêmes en V4 et en V6. Donc, de choses qui marchent en théorie, mais qui ne marchent pas en pratique. Et ça, en sécurité, c'est quand même assez embêtant, parce qu'une bug en sécurité, ça veut dire soit qu'on laisse passer une attaque qu'on n'aurait pas dû laisser passer, soit carrément qu'on plante tout le système. Donc ça encore, là encore, c'est pas la peine de tester ce genre de truc sur le noyau Linux. Le noyau Linux, il fonctionne aussi bien en V4 qu'en V6 depuis longtemps. C'est du logiciel sérieux.
Par contre, quand vous avez acheté un super firewall dans une boîte en rouge avec des fonctions magnifiques en jaune, ou un antivirus ou un machin comme ça, et qui annonce ce qu'il fait de l'IPv6, c'est prudent de tester. Donc ça, en pratique, tous ces problèmes-là, des différences contingentes, forment, je dirais, le gros des ennuis IPv6. Si je prends par exemple l'exemple de l'expérience de l'AFNIC, depuis 10 ans qu'on fait de l'IPv6, les plus gros problèmes qu'on a eus, c'était même pas forcément des problèmes de sécurité, mais c'était lié à ça. Donc on a eu le cas effectivement de nos pare-feux qui ne géraient pas IPv6, on a eu le cas où ça ramait, et on a eu le cas des bugs, par exemple, dans le noyau Linux, par exemple, à une époque, il y avait des bugs assez agaçants en UDP. Les types avaient testé en TCP, mais très peu de gens font de l'UDP. La plupart des serveurs Internet font du TCP, c'est des serveurs web, courrier, XMPP, etc. Ils font du TCP. Mais les serveurs DNS, eux, font de l'UDP. Ils en font beaucoup. Et donc tout un tas de problèmes se révélaient que comme ça. Donc on a eu notre dose de kernel panique au début, où en certaines combinaisons de paquets UDP, selon les phases de la Lune, selon la parité de l'adresse IP, quand l'adresse IP était un nombre premier, etc., pouf, kernel panique. Le genre de truc drôlement facile à déboguer et qui a pris du temps. Alors ça, dans le noyau Linux, ça c'est du passé. Ça, je parle de choses qui se sont produites il y a 6 ans, 7 ans à peu près, des choses comme ça. Donc ça c'est du passé. Par contre, pour d'autres logiciels, vous avez toujours le problème. Donc je suis désolé de vous donner des mauvaises nouvelles avant même que vous soyez sortis de l'école et que vous ayez vu la dureté du monde professionnel, mais il faut savoir que les vendeurs mentent. Donc il ne faut pas se fier à ce qui est raconté par les vendeurs, il faut tester, ou faire tester par des copains. Donc ça, ce genre de truc, c'est les emmerdements, désolé pour les gros mots, mais c'est comme ça que je le ressens, c'est les emmerdements de la vie du type qui fait de l'IPv6. Aujourd'hui, on a encore trop souvent ce genre de problème. Ça, alors, à la limite, quand c'est un kernel panique, l'avantage, c'est que ça se voit tout de suite. Quand c'est un problème de sécurité, c'est plus embêtant. Parce que ça peut vouloir dire qu'on se retrouve non protégé alors qu'on croit l'être. Enfin, dernier cas de différence contingente, il est souvent cité. Aujourd'hui, un des problèmes que vous avez quand vous voulez faire de l'IPv6, c'est qu'un certain nombre d'opérateurs réseau ne vous fournissent pas d'IPv6. Donc, pour arriver à faire de l'IPv6 quand même et à vous connecter à l'Internet en IPv6, tout un tas de techniques de transition, de coexistence ont été développées, permettant par exemple de se connecter chez soi en IPv6 alors que son fournisseur d'accès n'a pas IPv6, ce genre de choses. Ces techniques-là viennent elles-mêmes avec leurs propres risques. Alors ces techniques-là sont contingentes, dans la mesure où l'objectif à terme, c'est que tout le monde aura une connexion IPv6 native et que même Numéricable et Bouygues Télécom auront enfin réussi à fournir de l'IPv6 à M. Michu. Quand ça sera le cas, ce problème disparaîtra. C'est pour ça que je l'ai mis dans les différences contingentes. Mais aujourd'hui, en 2013, au moment où je parle, le problème, c'est que ce n'est pas encore le cas partout. Donc on est obligé, des fois, si on veut faire de l'IPv6, de déployer ces techniques. Et ces techniques-là viennent avec leurs propres problèmes. En général, même beaucoup. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas complètement découragé, parce qu'il y a aussi un autre problème. J'avais dit que la sécurité, c'est pas tellement du logiciel et du matériel, c'est des humains. Et les problèmes, en général, viennent des humains. S'il n'y avait que des bugs dans les logiciels, enfin, les bugs dans les logiciels, d'ailleurs, c'est aussi un humain derrière, mais s'il n'y avait que ça, on s'en tirerait. Le problème, c'est les humains. Par exemple, vous avez des administrateurs réseau qui sont incompétents, par exemple, qui n'ont pas compris ce qu'était IPv6 et qui donc ne font pas les choses correctes en sécurité ou ne les font pas du tout. Ça, c'est un problème qu'on a actuellement. Actuellement, c'est un problème qui est beaucoup lié à la formation. Les gens qui sortent des écoles ou des établissements d'enseignement vont rester en activité pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans, et très peu d'entre eux mettent à jour leurs connaissances. C'est le syndrome COBOL, il est très très fort. Une fois qu'on sort de l'école en sachant programmer en... Non, ça s'appelle plus COBOL, ça s'appelle Java maintenant. On sort de l'école en sachant programmer en Java, on n'apprendra plus jamais rien d'autre après. En réseau, ça veut dire que les gens qui ont appris IPv4, ils n'apprendront pas autre chose de nouveau après. C'est pour ça que c'est particulièrement embêtant que certaines écoles d'ingénieurs forment des gens avec quasiment pas d'IPv6. Parce qu'après, ces gens-là, ils vont rester en activité longtemps. Quand vous achetez un routeur, il va rester en production 3 ans, peut-être 5 ans si vous êtes pauvre et vous le gardez longtemps. Quand vous mettez un logiciel en place, il va rester en place des fois beaucoup plus longtemps, des fois des 7 ans, 10 ans.
Quand vous achetez un employé, il va rester en production pendant jusqu'à la retraite. Et vu le marché de l'emploi en informatique, vous ne pourrez pas forcément le virer pour en mettre un autre à la place. Donc si les gens ont été formés uniquement à V4, vous allez avoir un problème sur le long terme. C'est embêtant, mais actuellement, c'est souvent ça le problème qu'on a. Alors, maintenant, la plupart des points que j'ai cités jusqu'ici étaient en défaveur d'IPv6. Ce sont des problèmes... Par exemple, vous avez très rarement un logiciel qui marche en V6, mais pas en V4. Ça se voit quasiment jamais. L'arc inverse est très fréquent. Ce problème ici, est-ce qu'il joue en faveur ou en défaveur d'IPv6 ? Le problème, c'est que la sécurité, c'est les humains, oui, mais les humains, il n'y a pas que les défenseurs, il y a aussi les attaquants. Et les attaquants, eux aussi, sont incompétents. Et donc, pour l'instant, on a relativement un équilibre. Des attaques en IPv6, on n'en voit pas beaucoup. Les attaques en V4, on en voit tout le temps. Faites l'expérience suivante, vous mettez un relais HTTP, par exemple un proxy HTTP ouvert, qui permet à tout le monde de relayer vers n'importe quoi. Vous le mettez sur une adresse IP qui n'a jamais servi, qui vient d'être allouée. Vous attendez un quart d'heure. Et après, il est utilisé, vous attendez 1 heure, et après vous remplissez complètement votre bande passante avec des requêtes faites par des gens qui utilisent votre relais pour se connecter sans brûler leur propre adresse IP. Vous faites aussi l'expérience avec un serveur DNS, un récursif ouvert, avec un relais de messagerie ouvert, vous le laissez brancher à l'Internet. Quand je dis un quart d'heure, c'est souvent moins. Au contraire, en IPv6, vous pouvez le laisser brancher autant que vous voulez, il ne sera pas utilisé. Il n'y a pas de raison, hein. Il n'y a pas de raison. Ces attaques-là marcheraient aussi bien en V6. Simplement, les attaquants sont aussi incompétents que les défenseurs. Ça, c'est la version misanthrope. Une version plus optimiste, c'est de dire les attaquants sont pragmatiques. Pour l'instant, ils n'ont pas besoin d'IPv6, et DV4 marche très bien. Ils passeront à IPv6 quand ce sera nécessaire. Je pense que la vérité est quelque part entre les deux. Il y a plusieurs sortes d'attaquants. Il y a les attaquants, il y a le script qui dit ordinaire, qui sait juste appliquer un script qu'il a téléchargé, qui ne comprend pas vraiment ce qu'il fait. Il télécharge Loïc et il met un masque de Fox et puis il dit je suis un Anonymous, je suis une légion et j'attaque des gens comme ça en cliquant clic, clic, clic. Ça, ce genre d'attaquants-là, ils sont pas dangereux parce qu'ils sont pas compétents, mais ils sont très nombreux. C'est vrai qu'ils sont légion quelque part. Et ceux-là font l'essentiel des attaques. Quand je disais que vous laissez un relais HTTP ouvert connecté à Internet et un quart d'heure après il est utilisé, il est utilisé par des gens qui ne sont pas forcément compétents, mais qui font beaucoup d'essais, qui lancent des bots à l'attaque et qui relèvent toutes les adresses IP, qui les testent facilement. L'intensité des bots qui passent leur temps à scanner le monde IPv4 à la recherche de vulnérabilité est impressionnant, hein. Vous prenez un réseau qui n'a jamais été alloué, qui n'est pas du tout connu, qui n'émet pas de paquets, il reçoit en permanence plusieurs mégabits par seconde de trafic. C'est ce qu'on appelle l'IBR, l'Internet Background Radiation. C'est le trafic que vous recevez même si vous émettez rien, et qui est essentiellement composé de programmes qui testent vos vulnérabilités. Donc, il y a des attaquants qui sont comme ça. Il y a quelques attaquants qui sont meilleurs. C'est les fameuses APT, les gens qui font des attaques qui sont ciblées et faites par quelqu'un d'intelligent qui est même capable de développer quelque chose juste pour vous pawner. Bon, ça, ils sont beaucoup moins nombreux, ces attaquants-là. Ceux-là, peut-être, utiliseront l'IPv6 le jour où ils en auront besoin. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, pour l'instant, sur ce point-là, ici, mon expérience est qu'il y a un relatif équilibre. C'est-à-dire, en gros, en IPv6, on est très vulnérable, mais en même temps, les attaquants n'y pensent pas. Par exemple, mon premier spam reçu en IPv6, ça a été qu'en 2012. J'avais des serveurs de messagerie qui écoutaient en IPv6 depuis 1999, je crois. Et alors donc, depuis 1999, je me disais, mais est-ce qu'il marche vraiment? Je ne reçois pas de spam, c'est pas normal quand même. Donc je faisais tous les tests. Ici, le courrier normal passait, mais le spam, premier spam reçu en IPv6. Ça vous donne une idée du décalage, et ça vous donne une idée du fait que, certes, les mesures sont insuffisantes en V6, les logiciels sont suffisants, mais en même temps, les attaquants eux-mêmes sont aussi pas encore à jour. Autre expérience rigolote, je ne vous dis pas forcément qu'il faut la faire, mais enfin, je l'ai faite pour vous. Un serveur SSH avec comme mot de passe root, avec comme compte root, avec permis de root login à yes, et le mot de passe de root, root. Mais n'écoutant qu'en IPv6.
Et puis ensuite, vous le laissez tourner dans un pot de miel et vous regardez en combien de temps il se fait utiliser. Ben jamais. Jamais. Je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu de scan V6. Vous faites l'expérience en V4, là vous êtes eu en 5 minutes. Hein. Vous regardez les logs de votre serveur SSH, si vous le laissez tourner sur le port par défaut 22 et que vous n'avez pas des logiciels de blocage automatique comme Fail2ban, vous avez des balayages qui sont faits en SSH avec des comptes route tour, admin, etc. Vous avez ça tout le temps en V4. Ne faites pas l'expérience en V4, hein, vous serez piraté en 5 minutes. Vous la faites en V6, vous regardez, ah ben zut, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, ça fait vraiment un exemple de différence contingente dont je parlais. Il n'y a aucune raison technique à ça. SSH fonctionne en V6 depuis longtemps. L'attaque, le fait d'avoir comme mot de passe de route, c'est une attaque applicative, elle marche aussi bien en V4 qu'en V6, exactement pareil. Mais il se trouve qu'en V6, les gens n'essayent pas. Donc actuellement, ça veut dire qu'actuellement, il y a des tas de gens qui sont vulnérables en V6 pour les raisons qu'il y avait sur le transparent précédent, mais les attaquants ne l'exploitent pas. Alors comme tous les trucs contingents, ça ne va pas durer. Un matin, il y aura quelqu'un qui va lancer un scan SSH en IPv6. Et c'est d'autant plus intelligent pour V6 que autant les services SSH est un service technique, donc il a plus de chances de tourner en V6 que des services plus visant le grand public. Donc un matin, ça changera. Donc c'est pour ça que l'expérience que je suggérais là, de faire écouter le serveur SSH avec login root, mot de passe root, ne la faites pas en vrai, ou alors surveillez bien ce qui se passe. Parce que ça peut changer du jour au lendemain. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Le premier attaquant d'ailleurs qui utilisera IPv6 aura un avantage. C'est l'avantage classique du first mover. Il tombera sur un réseau pas protégé, où les gens ne se méfient pas. C'est pour ça que le message aussi que je veux faire passer, c'est qu'il faut quand même prendre des précautions. Parce qu'il faut être un peu en avance sur l'attaquant. Mais en attendant, si vous voulez un argument pour dire on va déployer IPv6, on va être en sécurité, ben aujourd'hui, une bonne façon d'être en sécurité, c'est que vous faites un site accessible uniquement en IPv6. Là, vous êtes parfait question sécurité. Vous êtes parfait en tout cas vis-à-vis des scripts kiddie et des attaquants comme ça. Les attaquants plus avancés, c'est une autre histoire. Mais vis-à-vis de pas mal d'attaquants, vous êtes tranquille. Parce qu'ils n'essayeront même pas. Ils n'y penseront même pas, souvent. Mais en même temps, si vous vous faites pirater après en IPv6, ne dites pas mais comment vous nous aviez dit qu'il n'y avait aucun risque. Non, j'ai dit aujourd'hui, les attaques n'ont pas lieu. Mais les choses changent, hein. En sécurité, les choses évoluent. Alors, l'état des logiciels, donc j'avais parlé des logiciels qui n'étaient pas au même niveau en V4 et en V6. Aujourd'hui, l'un d'entre vous, avant la réunion, m'avait demandé mais est-ce qu'il y a une liste quelque part des logiciels de sécurité et de ceux qui marchent bien en V6 ? Ça serait intéressant que quelqu'un compile une telle liste. En même temps, il faudrait refaire le boulot tous les 6 mois, parce que ça évolue. Mais à ma connaissance, il n'y a pas une telle liste. Donc aujourd'hui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quasiment toujours moins bon en V6. Dans le meilleur des cas, c'est pareil. J'attends encore de voir un logiciel qui serait meilleur en V6 qu'en V4, je ne l'ai pas encore vu. Pour les pare-feux, donc vous avez le cas des pare-feux qui ne gèrent pas du tout IPv6, ou qui le gèrent avec des fonctions limitées. Par exemple, pendant longtemps, dans NetFilter, le pare-feu de Linux, NetFilter peut travailler avec état ou sans état. Et pendant très longtemps, en V6, il n'y avait que le filtrage sans état. Celui avec état est arrivé plus tard. Ou alors ils le font lentement, typiquement c'est les engins qui ont un slow pass qui remonte au CPU et où tous les calculs sont faits en CPU, donc très lentement, et puis un fast pass qui utilise les ASIC sur les cartes. Il arrive des fois que V4 passe sur le chemin rapide et V6 sur le lent. Vous avez aussi surtout un gros problème, c'est que les pare-feux n'ont pas forcément intégré le fait que quand vous avez beaucoup d'adresses, il y a des problèmes potentiels. Typiquement, quand vous avez une table pour le filtrage à état, prenons un exemple d'un pare-feu qui fait du rate limiting. La façon la plus bête et la plus simple d'implémenter le rate limiting, c'est que vous avez un tableau avec une ligne par adresse IP et en face, le nombre d'octets qu'elle a envoyé dans la dernière minute. Et puis s'il dépasse une certaine valeur, vous bloquez le trafic. Ça, c'est la façon naïve d'implémenter le rate limiting. Le problème, c'est que l'attaquant choisit ses adresses IP sources, en V4 comme en V6. En V4, ces possibilités sont limitées par la taille de l'espace V4.
En V6, elles ne sont pas limitées. Si vous avez donc un tableau qui grossit dynamiquement avec le nombre d'adresses IP source, l'attaquant va donc envoyer des paquets en balayant tous les 128 bits. Il va vous obliger à allouer un tableau de 2 puissance 128 entrées. Alors là, votre machine va exploser très rapidement. Par exemple, mais c'est un cas réel. Je ne peux pas citer les victimes, mais c'était des gens qui avaient mis un pare-feu devant leur serveur DNS. Le DNS présente des pièges particuliers, c'est qu'il tourne sur UDP. UDP, c'est purement requête-réponse. Il n'y a pas le dialogue qu'il y a au début de la connexion TCP qui permet de s'assurer que l'adresse IP en face est correcte. En UDP, vous pouvez envoyer les paquets avec tas d'adresses IP, même qui ne vous appartiennent pas ou vous ne recevrez jamais la réponse. Ce n'est pas un problème. Et donc, ils avaient mis un pare-feu devant leur serveur DNS. L'attaquant a fait varier les adresses IP. C'était en V4, hein, c'était même pas en V6. Et il a fait varier les adresses IP et c'est le pare-feu qui a explosé. Il n'a même pas tombé à court de mémoire. Avant, il a explosé. Il y a eu un message, puis une pile hexadécimale qui est apparue sur la console, et puis terminé. Donc en V6, vous avez encore plus de possibilités de faire ça. Si vous voulez être méchant avec un vendeur de solutions de sécurité, le meilleur moyen d'être méchant aujourd'hui, c'est vous envoyer des connexions avec une adresse IP source qui varie sur tout l'espace IPv6, les 2 puissance 128. Vous obtenez en général des résultats spectaculaires. Une façon de limiter ça, c'est par exemple quand vous faites du rate limiting, de limiter à des préfixes et pas juste à des adresses IP. Ceci dit, c'est difficile parce que même si vous limitez à des préfixes de 64 bits, par exemple, il y a quand même besoin de 2 puissance 64 entrées. C'est moins de 2 puissance 128, mais c'est quand même déjà énorme. Donc ça, c'est un problème difficile. Il y a aussi le cas donc, de bug, de pur et simple bug. Alors là, un exemple que j'ai toujours adoré. Sauf erreur, c'est réparé maintenant, hein, mais ça a mis longtemps à être réparé. Dans une annonce ERA, les routeurs advertisement qui sont diffusés par le routeur sur le réseau local, le routeur indique le préfixe du réseau local. Mais en IPv6, vous pouvez parfaitement avoir plusieurs préfixes sur un réseau local, c'est normal. Contrairement à IPv4 où il y a la notion d'une adresse officielle et puis d'adresse supplémentaire, en IPv6, toutes les adresses sont égales. Donc vous pouvez avoir dans un ERA une liste de préfixes. Combien? Le RFC ne donne pas de limite. Il ne dit pas. Vous pouvez en avoir des millions si vous voulez. Normalement, les implémentations doivent se défendre contre ça, pas macOS 10. macOS 10, ce qu'il fait, c'est qu'il alloue un tableau de taille fixe pour les préfixes. Et ensuite, il lit le ERA et il remplit le tableau. Et quand le nombre de préfixes dans le ERA est plus grand que la taille du tableau, eh bien, il écrit ce qu'il y a après. Et puis après, il l'exécute pendant qu'on y est. Donc vous pouvez mettre dans les préfixes un shellcode et boum. Alors ça, je n'ai pas essayé de l'exploiter. Ce qui est sûr, c'est que ce qui a été exploité, c'est ce qui est décrit là-dedans, c'est que vous pouvez faire une attaque par déni de service. Vous émettez des RA, vous n'avez pas besoin en plus pour émettre des RA d'être le routeur officiel. N'importe quelle machine peut émettre des RA en disant c'est moi le routeur. Elle émet des RA avec un liste de préfixes dingue. Vous plantez tous les macOS 10, enfin tous ceux qui n'ont pas été patchés récemment en tout cas, tous les macOS 10 présents. Alors, je ne mets pas ça vraiment dans le cas des bugs IPv6, c'est une bug des programmeurs. On ne fait pas un tableau de taille fixe qu'on remplit avec des données qui viennent de l'extérieur, donc qui sont contrôlées par l'attaquant. C'est un peu le b.a.-ba en sécurité normalement. Mais ce genre de bug en V4 aurait été détecté depuis longtemps. En V6, malheureusement, ce genre de bug souvent traîne pendant longtemps. C'est typiquement le syndrome Apple a mis IPv6 parce que les clients négligeaient, mais n'a pas vraiment testé ce que ça donnait. Jusqu'à ce que quelqu'un fasse le programme d'exploitation, publie les résultats. Alors, il y a des variantes qui marchent sur Windows, ça dépend des versions, ça dépend... Aujourd'hui, c'est à peu près correctement patché, mais si vous avez des vieilles bécanes qui traînent, et si ça a planté macOS 10 et Windows, ça peut sans doute planter d'autres systèmes. Donc ça, c'est un exemple des bugs avec conséquences sécurité qu'il peut y avoir. En soi, c'est d'une grande banalité, hein, un tableau de taille fixe et puis des données qui viennent de l'extérieur, donc qui sont contrôlées par l'attaquant, c'est un truc qui est connu en sécurité Internet depuis je ne sais pas combien de temps. Mais en IPv6, les gens refont des erreurs qu'on ne fait plus en V4 depuis longtemps. Les programmeurs n'apprennent pas, hein. Ils refont les mêmes bêtises éternellement. Alors des charges, c'est souvent parce qu'ils travaillent sous pression, avec des délais. Typiquement, là, c'est un chef qui a dit « il nous faut IPv6 », parce qu'il faut que le client puisse cocher la case IPv6. Donc, il nous faut IPv6. Et le programmeur, il dit « oui, mais on n'a pas le temps, on est surchargé, on n'a pas le temps de faire bon. » C'est pas grave, faites-le quand même. Et voilà le résultat.
Contre-exemple, par contre, d'un truc qui marche bien, c'est le NetFilter, c'est-à-dire le système de filtrage des paquets de Linux en IPv6. Alors, je n'ai pas testé suffisamment bien pour jurer qu'il y a parité, c'est-à-dire qu'il est aussi bon en V4 qu'en V6. Ça, je ne l'ai pas testé. Mais a priori, au premier abord, c'est pas trop mal. Imaginons par exemple que vous faites un truc, là c'est simple, on teste, on laisse passer tout SSH et on bloque le reste. Ça fonctionne pour tous les protocoles, V6 comme V4. Vous allez me dire c'est facile, je n'ai pas mis d'adresse IP là-dedans. J'ai juste filtré toutes les destinations. Oui, mais c'est quand même déjà pas mal. Et après, on peut faire mieux. Moins facile. On va faire du rate limiting ici, et on veut limiter uniquement les paquets ICMP echo, c'est-à-dire ceux qui servent à ping. On met ici, donc on dit que le protocole ICMP V6, si le type est echo request, je passe au module hlimit qui fait une limitation ici à 1 par seconde. Et cette limitation s'applique pour tout un slash 64, c'est-à-dire typiquement tout un réseau local, pas par adresse IP. Si j'envoie 10 paquets par seconde, avec l'option -i ici, je constate qu'effectivement, il n'y a qu'un paquet sur 10 qui est passé. Je vous recommande de faire le test avec des pare-feux commerciaux qui ont des fonctions de rate limiting et de me dire si ça a marché. Alors, la limite de ce test, c'est qu'on n'a pas essayé avec un attaquant vicieux qui, par exemple, utilise beaucoup d'adresses IP, des choses comme ça. Ça sera intéressant à tester. Si vous cherchez un projet pour vos études, ça c'est un projet intéressant, par exemple, de tester un certain nombre de solutions de pare-feu dans des cas vicieux. Tout marche quand l'attaquant n'a à sa disposition que ping, quasiment tout fonctionne. Mais quand l'attaquant est capable d'écrire des programmes qui envoient des paquets vicieux, là c'est un peu plus compliqué. Mais enfin déjà ça marche ça, alors que sur la plupart des pare-feux commerciaux qui prétendent faire de la limitation de trafic, en général ça marche pas. Enfin, les techniques de transition dont j'avais parlé, donc c'est souvent des techniques qui reposent sur l'idée d'un tunnel. Vous encapsulez le trafic IPv6 dans l'IPv4 et vous l'envoyez après sur Internet. Là, si vous avez regardé la sécurité des tunnels, vous savez déjà qu'elle est faible. Elle est faible parce que l'encapsulation fait perdre un couplage. Vous ne savez pas si le paquet décapsulé était authentique, si c'était vraiment ça qu'il y avait au départ. Et la décapsulation permet de faire de l'usurpation d'adresse qui est en plus légitime, puisque le décapsuleur va sortir un paquet qui n'a pas son adresse IP, et c'est normal, c'est son rôle normal. Mais donc, vous y perdez beaucoup en contrôle. Donc, tous les tunnels, c'est dangereux. En IPv6, les techniques de transition font un usage des tunnels et sont particulièrement dangereuses. Alors, la pire c'est Teredo. Ça ne nous étonne pas, c'est le protocole de Microsoft. Teredo est activé par défaut dans certaines versions de Windows. Désactivez-le, ne l'utilisez pas, filtrez-le, c'est vraiment une mauvaise idée. 624 est un peu mieux, mais si vous voulez tout connaître des limites et des vulnérabilités de 624, lisez le RFC 6180 qui vous décrit les problèmes. Je dirais que 624 doit être limité au cas où vous voulez apprendre IPv6 pour votre formation, et là où vous êtes, il n'y a pas de connectivité IPv6. Dans ce cas-là, 624 est une solution raisonnable. Ne l'utilisez pas en production. Ce n'est pas un outil de production, c'est un outil d'expérimentation, de test. Ça n'est pas une solution à la connectivité IPv6. Je comprends le malheur des gens qui sont coincés derrière un fournisseur d'accès qui ne fait pas d'IPv6, c'est très embêtant, mais Teredo, le remède est pire que le mal, et 624, vraiment à n'utiliser que de manière expérimentale. En gros, 624, vous pouvez injecter n'importe quel paquet prétendant venir de n'importe quoi, et en plus le faire relayer par des tiers. Donc vous n'avez même pas besoin de payer la facture. Donc du point de vue sécurité, vous imaginez tout ce qu'on peut faire. La quasi-totalité des attaques IPv6 qu'on a vues sur les serveurs de la FNIC venaient de relais 624. On s'est même demandé si on n'allait pas les bloquer complètement, tellement il y a très peu de trafic légitime. Personne de normal n'interroge un serveur DNS en passant vers 624. Et il y a par contre beaucoup d'attaques. Donc, par contre, ces vulnérabilités ne sont pas spécifiques à IPv6. Ce qui est spécifique à IPv6, c'est comme souvent on n'a pas de connectivité V6 native, on utilise des tunnels. Mais c'est les vulnérabilités des tunnels. Si vous faites des tunnels purement IPv4 avec GRE, par exemple, des trucs comme ça, vous avez les mêmes problèmes. Donc c'est pas vraiment un problème spécifique à V6. Ce qui est spécifique à V6, c'est que les gens utilisent plus souvent des tunnels quand ils font du V6. Ben, ils ne devraient pas. Du point de vue sécurité, c'est une mauvaise idée.
Donc ça faisait le tour des problèmes, je dirais, contingents. C'est-à-dire ceux dont j'espère, parce que je suis un optimiste, qui vont disparaître avec le temps. Avant de passer aux problèmes plus liés au protocole, et qui donc, eux, ne disparaîtront pas avec le temps, je m'accorde 1 minute de pause qui vous permet de poser des questions. Allez, vous en avez bien au moins une. Juste au niveau du routage par rapport avec le V6, que ça change principalement. Genre, une étape de routage par exemple entre un PC qui est V4 et V6, et vers un serveur qui fait V4 au niveau Alors, il y a deux questions en fait. D'une part, les concepts de routage sont les mêmes en V4 et en V6, c'est pour ça que j'en parle quasiment pas ici. Le routage est pareil, il suit les mêmes principes, notamment la route la plus spécifique, routage sur le first hop, c'est-à-dire qu'on ne définit pas toute la route, mais seulement la prochaine étape, et qui à son tour définira la prochaine. Ça c'est pareil en V4 et en V6. Donc le routage est vraiment le même, et d'ailleurs les protocoles de routage sont les mêmes, à savoir routage statique, OSPF, BGP, etc. Ça, il n'y a pas de changement. Maintenant sur la question, une machine V6 qui communique à une machine V4, ça c'est pas possible. Les deux protocoles sont différents dans la représentation sur le câble, et donc une machine par exemple, purement V4 ne peut pas parler à une machine purement V6. C'est un des problèmes que pose la transition entre V4 et V6. La solution qui avait été envisagée était que les machines allaient d'abord devenir bilingues, V4, V6, puis quand toutes le seraient, on pourrait abandonner V4 petit à petit. Le problème c'est que la migration a été trop lente, il y a des tas de machines qui ne sont pas encore bilingues, et alors que déjà les adresses IPv4 sont épuisées. Donc ça oblige à développer tout un tas de systèmes assez rigolos, genre NAT6.4 qui permet de faire du NAT, mais en passant de V4 en V6, qui eux-mêmes rajoutent d'ailleurs pas mal de vulnérabilités. Mais fondamentalement, une machine purement V4 ne peut pas parler à une machine purement V6, et réciproquement. Oui, puisque à l'heure actuelle, pas mal de clients ne peuvent pas faire du IPv6, mais en général, ce qu'on fait pour l'instant pour un serveur web public, c'est qu'on a les deux. Il est accessible en V4 et en V6. Parce qu'aujourd'hui, pour être accessible purement en V6, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, à part pour un serveur de démo, ou bien si on est très misanthrope et qu'on ne veut pas être trop visité. Ça dépend aussi de la communauté qu'on veut servir. Si on veut servir, par exemple, le site web d'OpenBSD, il y a probablement parmi les gens qui ont envie de visiter le site web d'OpenBSD, drôle d'idée, mais parmi les gens qui ont envie de le visiter, il y en a probablement une plus forte proportion qui ont V6 que pour le site web de TF1, par exemple. Donc ça, il peut y avoir des différences là-dessus. Mais sinon, globalement, aujourd'hui, pour un serveur Internet public, purement V6 n'a pas un grand intérêt. Donc en général, on le met en double pile. Pour le client, ça se discute plus, ça dépend de ce qu'on veut faire, ça dépend de qui on veut contacter. Le problème, c'est un problème, après on sort un peu de l'exposé qui est sur la sécurité, c'est le problème général que la migration nécessite que tout le monde fasse quelque chose, et les bénéfices, eux, ne sont pas immédiats. C'est-à-dire que tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait migration, mais chacun ne voit que ses propres coûts. Donc c'est des problèmes en fait qui intéressent plutôt les économistes, c'est comment on prend une décision collectivement quand il n'y a pas de chef, il n'y a pas de dictateur de l'Internet qui pourrait décider ça, et quand les bénéfices sont collectifs alors que les coûts sont privés. Ça, c'est un problème économique intéressant qu'on observe dans des tas de phénomènes, hein, la pollution par exemple, des choses comme ça. Mais quittons l'économie et revenons à la technique. Il y a aussi des différences qui sont fondamentales. C'est-à-dire que c'est des différences fondamentales du protocole. Celles-là ne vont pas disparaître avec le temps. Les bugs, l'incompétence des administrateurs, les pirates qui n'utilisent pas encore V6, tout ça va disparaître avec le temps. Plus ou moins vite, mais ça va disparaître. Par contre, il y a aussi des différences qui sont, à la limite, qui méritent vraiment d'être traitées dans cet exposé, parce qu'elles sont vraiment spécifiques à IPv6. Les racailles, par exemple. Alors, les racailles, c'est quoi? C'est les annonces des routeurs, les RA, Router Advertisement, ne sont pas sécurisées. Vous allez me dire, c'est pas nouveau, hein. DHCP, c'est pareil. Et effectivement, la sécurité des RA, c'est très proche du problème de la sécurité de DHCP. Quel est le problème de la sécurité de DHCP? Vous êtes sur un réseau local, il y a quelqu'un qui installe un serveur DHCP sur son PC, facile, hein, aptitude installe DHCPD, et à ce moment-là, il répond aux requêtes DHCP des clients. Et s'il est rapide,
il répond avant le vrai serveur, en même temps il peut faire une petite attaque DOS contre le serveur pour le ralentir, et c'est lui qui gagne. Et il en dira donc au client n'importe quoi, il leur donnera des adresses IP bidons. Ça, c'est quelque chose qui arrive. Dans la plupart des universités, il y a des étudiants farceurs qui font ce genre de trucs. Des fois, c'est plus grave que les étudiants farceurs. Des fois, c'est des gens qui se servent de ça comme préalable à une attaque. Par exemple, ils indiquent aux gens une route qui mène vers un routeur qu'ils contrôlent eux, de façon à intercepter tout le trafic. Ça, c'est un problème bien connu et qui est très difficile à résoudre, parce qu'en sécurité, vous savez qu'on ne manque jamais de Yaka Faucon. J'ai lu encore ce matin, je lisais une brochure de la Gendarmerie nationale sur la cybersécurité qui expliquait que le problème de la sécurité de l'Internet, c'était que ça avait été conçu sans réfléchir à la sécurité. N'importe quoi. Il n'y a rien de plus ridicule. Pourquoi c'est ridicule? Parce que imaginons qu'on le fasse aujourd'hui, l'Internet. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des problèmes de sécurité. On va se dire, ah ben, je vais faire un Internet sécurisé. Ok, vous allez me faire un DHCP sécurisé. Allez-y. C'est un excellent sujet d'ailleurs de projet de fin d'études. Concevoir un protocole comme DHCP mais sécurisé. Alors vous allez me dire, bon, ben, c'est facile, on va signer les annonces DHCP, que seuls les routeurs légitimes peuvent le faire. Et puis pour signer les annonces, les routeurs auront un certificat de 509 et j'aurai des autorités de certification qui signeront ça. Et donc les clients DHCP, ils auront les certificats des autorités de certification et ils vérifieront. Et puis naturellement, il n'arrivera jamais que les certificats expirent, il n'arrivera jamais que les clients n'aient pas les bons certificats, etc. Bon. Si vous réfléchissez à ça 2 secondes, c'est-à-dire si vous ne faites pas simplement une réflexion café du commerce, mais que vous réfléchissez à ça, vous vous rendez compte que si DHCP n'est pas sécurisé, c'est pas parce que ses concepteurs étaient des hippies naïfs qui ne pensaient pas à la sécurité. C'est parce que le problème est difficile. Qu'est-ce qu'on demande à DHCP? On demande que ça soit cool et que ça marche tout seul. Ben ça ne va pas dans le sens de la sécurité. Il faut savoir. Soit c'est cool et ça marche tout seul, c'est le cas de DHCP, soit c'est sécurisé. Parce que là, ça ne marche pas, mais au moins on est en sécurité. Donc, si DHCP n'est pas sécurisé, c'est pour une très bonne raison. Si les RA ne sont pas sécurisés, c'est malgré l'expérience de DHCP, c'est également pour une très bonne raison. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, ça permet des abus. Une machine peut jouer au routeur et émettre ce qu'on appelle en anglais des rogue RA, des méchants RA, des racailles. Les racailles, c'est des annonces RA qui ne sont pas d'un routeur légitime. Il y a un RFC qui décrit ça, le 6104, qui décrit le problème. C'est un problème réel. Hein. Par exemple, dans les réunions IETF, où il y a beaucoup de gens qui sont dans le même réseau niveau 2, il y en a toujours au moins, et beaucoup de gens, et en plus des gens qui aiment bien bricoler, qui aiment bien expérimenter. Donc il y en a toujours au moins un qui émet des RA alors qu'il n'est pas de routeur légitime. En général, dans les réunions IETF, ça se termine par une engueulade au micro. Le propriétaire de la machine d'adresse MAC temps est prié d'arrêter les annonces RA qui perturbent tout le monde. Ça marche bien dans les réunions IETF, ce genre de méthode, mais évidemment, sur un grand campus où il y a un étudiant farceur, ou sur une entreprise où il y a un méchant qui émet des faux RA pour détourner le trafic, ça marche moins bien. Quelle est la solution? C'est un peu la même qu'en DHCP. La seule solution qui semble réaliste à l'heure actuelle, c'est de faire du filtrage dans les commutateurs. C'est-à-dire que les commutateurs sniffent le trafic, repèrent les annonces DHCP, et si elles ne viennent pas au RA, et si elles ne viennent pas du port où se trouve le routeur, on les bloque. Ça s'appelle RA-Guard, c'est normalisé dans le RFC 6105, c'est déployé chez certains constructeurs. Par exemple, Cisco a ça dans le cadre d'une offre qui s'appelle First Hop Security, et qui est le nom marketing qui englobe tout un tas de services de sécurité qu'il y a sur les commutateurs Cisco. D'autres fournisseurs que Cisco ont ça aussi. Quand vous achetez un commutateur, c'est le genre de truc à regarder. Ce genre de technique existe pour DHCP depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'il y a des moyens de faire du snooping DHCP, de filtrer les annonces qui ne viennent pas du bon. Vous pouvez les faire aussi sur IPv6 avec le RA-Guard. Mais en attendant que ça soit déployé partout, le problème existe. Aujourd'hui, je pense que sur la plupart des réseaux locaux, RA-Guard n'est pas déployé, que donc vous pouvez émettre des racailles et ne pas être détecté. Alors, il y a aussi, enfin si, alors, vous serez détecté, on en parlera après de la détection, mais ça marchera quand même au moins pendant un moment. Donc ça, c'est un problème qui est très proche de celui de DHCP. La différence, c'est que bon, c'est pas le même protocole, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les problèmes fondamentaux. En fait, c'est très proche de DHCP, la solution est sans doute la même. Mais en même temps, comme RA est un protocole qui n'a pas vraiment d'équivalent dans le monde V4, je l'ai mis à part. Il y a aussi un DHCP V6, hein, et dans ce cas-là, c'est pile les mêmes problèmes que le DHCP V4. Pile les mêmes avantages et pile les mêmes inconvénients. Il y a encore une autre solution qu'on verra plus loin, qui n'est pas réaliste.
Autre cas d'une différence fondamentale entre V4 et V6, c'est l'autoconfiguration sans état n'a pas d'équivalent dans le monde V4. Et de toute façon, dans le monde V4, une des raisons pour lesquelles on ne fait pas d'autoconfiguration sans état, c'est que les adresses sont trop petites pour y mettre des identificateurs. Ça marche l'autoconfiguration sans état, parce que comme on a 64 bits pour mettre un identificateur unique pour sa machine, en 64 bits, si on tire au hasard, on est à peu près sûr de ne pas tomber sur l'adresse de quelqu'un. Vous ne pouvez pas faire ça en V4. Si vous avez en V4 un réseau qui a un stage 28, il n'y a que 16 adresses possibles. Il n'y a que 16 adresses possibles, et dans ces conditions, avec 16 adresses possibles, si vous tirez au hasard, vous êtes à peu près sûr d'avoir une collision. Donc l'autoconfiguration sans état n'est pas possible en IPv4. Enfin, j'exagère, parce qu'il y a quand même un RFC qui dit comment le faire, en essayant une adresse, en vérifiant si elle n'est pas utilisée, en essayant une autre après, ce genre de choses. Mais en fait, ça s'arrête quand même assez vite. En V6, par contre, c'est facile. Ça, c'est activé par défaut sur toutes les machines V6. Vous mettez le préfixe appris par le routeur au début, et vous mettez l'adresse MAC à la fin. Ce n'est pas tout à fait l'adresse MAC, c'est un dérivé de l'adresse MAC, mais peu importe. Alors, si vous êtes expert en sécurité, vous avez vu le piège ici. Le piège, c'est que si vous changez de réseau, si votre machine se balade, votre PC portable se balade, vous gardez la même adresse MAC. Donc l'identificateur qui est à la fin de votre adresse va être le même. Si vous vous connectez à un service depuis plusieurs endroits, ils peuvent s'apercevoir que c'est toujours vous. Donc un problème potentiel pour la vie privée. Je dis problème potentiel parce qu'il ne faut quand même pas exagérer. Qui est-ce qui coupe, par exemple, qui est-ce qui n'utilise pas Facebook à cause des problèmes pour la vie privée? Pourtant, il y en a plein. Hein. Qui est-ce qui refuse tous les cookies à cause des problèmes? Parce que les cookies de HTTP permettent exactement la même chose. De suivre une machine, même quand elle se déplace et quand elle change de réseau. Donc le problème n'est pas pire. En fait, ce problème n'existe que si vous êtes déjà un ultra paranoïaque de la vie privée, que vous n'utilisez ni Facebook ni Google, que vous refusez tous les cookies, vous désactivez JavaScript pendant qu'on y est. Si vous êtes comme ça, et je connais une ou deux personnes qui sont comme ça, hein. En général ils utilisent OpenBSD, ça va ensemble, et les gens qui font ça, effectivement, ces gens-là ont le droit de s'inquiéter de ce problème de sécurité. Mais les utilisateurs ordinaires qui utilisent Facebook avec tous les cookies activés et tout ça, ce problème-là, c'est le moindre de leurs soucis. Question vie privée, c'est pas le plus gros problème. Ceci dit, si vous pensez quand même que c'est un problème, hop, il y a une solution technique. Des adresses aléatoires, qui ne sont pas dérivées de l'adresse MAC, qui sont choisies complètement aléatoirement et qui changent régulièrement. Ça a quelques petits inconvénients, mais pas très graves. C'est normalisé dans le RFC 4941. Le seul enjeu pour l'instant, c'est est-ce que c'est activé par défaut. Sur Windows, c'est activé par défaut depuis Vista, je crois, à vérifier. Mais depuis une version relativement récente de Windows, c'est activé par défaut. Donc les gens sont protégés par défaut et le problème n'existe plus. Sur les Unix que je connais, c'est pas le cas. Sur Ubuntu, par exemple, c'est pas activé par défaut. Il y a une bug qui est remplie dans le Launchpad, dans le système de gestion de bugs d'Ubuntu. Il y a une bug qui traîne depuis des années où des gens demandent que dans Ubuntu, ça soit activé par défaut. C'est pas le cas. C'est pas le cas, il y a tout un tas de mauvaises raisons à mon avis. Donc si jamais vous connaissez des gens chez Ubuntu, vous pouvez leur taper dessus pour leur dire quand même, ça serait quand même bien que ça soit activé par défaut. Parce que c'est ça actuellement qui manque. Parce que évidemment, l'utilisateur ordinaire, il risque de ne pas y penser. Il faut éditer le system.conf pour mettre ça s'appelle les temp adr, temporary addresses. Donc il faut activer les temp adr. En plus, la syntaxe est complètement incompréhensible et la plupart des gens se trompent. Donc il faudrait vraiment que ça soit activé par défaut. Autre cas que j'aime bien, parce que ça c'est une expérience que j'ai eue moi personnellement. Donc j'embête tout le monde avec ça parce que c'est mon problème favori. L'analyse des entêtes. Très souvent, quand vous faites de la sécurité, vous avez besoin de sauter l'entête IP pour aller voir ce qu'il y a derrière. Pour voir si c'est du TCP ou du UDP, pour voir quel port est utilisé, pour voir même des trucs plus si du DNS, pour voir quel nom est demandé. Par exemple, une opération aussi banale que celle-ci, vous voyez avant, quand je filtrais tous les protocoles sauf SSH avec NetFilter, trop vite, là, ici, je laisse passer ce qui est SSH, ou plus exactement, je laisse passer ce qui est destination du port 22 et je bloque le reste. Ça veut dire qu'il faut pouvoir trouver le port 22.
IP étant ce qu'il est, le numéro de port n'est pas à un offset fixe depuis le début du paquet. Ça serait très simple s'il l'était. Parce que là, on sauterait directement à l'octet en question et on aurait le numéro de port. Malheureusement, IP ne fonctionne pas comme ça. Donc il faut pouvoir analyser les en-têtes et les sauter pour arriver au numéro de port. En IPv4, c'est pénible parce que l'en-tête est de taille variable à cause des options. C'est donc assez mal fichu. D'un autre côté, comme c'est le cas depuis longtemps, c'est souvent ça en sécurité. Ce qui semble simple, c'est en fait parce qu'on le fait depuis longtemps. Essayer d'écrire le code qui, en IPv4, saute par-dessus l'entête IP, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut lire la longueur de l'entête, décaler. Donc, par exemple, avec le module U32 dans NetFilter, ça devient complètement incompréhensible. Mais bon, ça fonctionne et surtout, comme tout le monde le fait depuis longtemps, ça semble facile. On est habitué. En IPv6, c'est mieux et moins bien. C'est mieux parce que les entêtes sont de taille fixe. 20 octets, 40. Donc là, a priori, on est tranquille. Mais c'est moins bien parce que le problème, c'est qu'il peut y avoir plusieurs entêtes chaînées. C'est-à-dire que vous avez l'entête IP à proprement parler, qui pointe vers l'entête suivante, qui peut donner des détails, qui pointe jusqu'à ce qu'on arrive au protocole de transport TCP ou UDP. Et en plus, jusqu'à très récemment, il n'y avait même pas de gabarit commun. C'est-à-dire que si c'est un en-tête inconnu, d'un type inconnu, vous ne pouviez pas le sauter. Et donc si vous êtes un pare-feu qui veut faire ce qu'on voyait dans l'expérience précédente, c'est-à-dire de laisser passer le port 22, ben vous étiez coincé. Il suffisait qu'il y ait un en-tête inconnu et vous étiez coincé. J'avais fait un article là-dessus sur le problème d'analyse des paquets. Depuis, ça a un peu changé parce que maintenant il y a un gabarit commun. Donc maintenant, normalement, vous pouvez analyser les en-têtes, même s'il y a un en-tête inconnu. Un, pas deux. S'il y en a un, vous pouvez le sauter. Donc normalement, le problème est maintenant plus simple. Sauf que la grande majorité des développeurs ne sont pas au courant du problème. Ils ne s'arrêtent, ils ne lisent que le premier en-tête. Et ils ne suivent pas la chaîne. Aujourd'hui, si vous ajoutez un seul en-tête, par exemple destination option, c'est un en-tête qui ne sert à rien et que tout le monde ignore. Mais il a le gros intérêt, c'est qu'il décale la charge utile, c'est-à-dire TCP ou UDP, de quelques octets. Donc vous rajoutez un seul en-tête, une autre possibilité c'est l'en-tête de fragmentation. Vous rajoutez un seul en-tête, vous passez à peu près à travers tous les IDS et tous les pare-feux en IPv6. L'expérience a été faite, il y a un RFC qui va documenter ça. Aujourd'hui, alors c'est pas le cas de NetFilter que j'ai montré. NetFilter, lui, est malin, et là ça ne fonctionne pas. Là vous êtes coincé. Mais avec la plupart des systèmes de filtrage ou des IDS, c'est-à-dire des logiciels qui observent les attaques, vous rajoutez simplement un en-tête, ça vous suffit à décaler TCP ou UDP, et à ce moment-là, la DPI, l'IDS, le pare-feu ne reconnaît plus ces petits, et vous êtes tranquille. Ça, c'est l'état actuel ici. Alors, c'est en partie de la faute des développeurs, parce que les en-têtes, le chaînage des en-têtes existe dans IPv6 depuis le début. D'un autre côté, à la décharge des développeurs, il faut noter que analyser les en-têtes dans IPv6, c'est vraiment pénible. Alors, donc, depuis le RFC 65-64, il y a un gabarit commun. Donc, maintenant, c'est possible de faire du chaînage d'en-tête correctement. Maintenant, si vous lisez les commentaires dans le code source des programmes qui font de l'analyse de paquets, par exemple le module Perl, NetPcap ou bien le programme Wireshark, vous lisez les commentaires qui sont associés à l'endroit où il y a le chaînage des paquets, on sent que l'auteur du code était très énervé quand il a compris ce qu'il fallait faire. Bon, mais c'est nécessaire en IPv6. Ça, c'est des logiciels de qualité qui gèrent bien correctement tout ça. Les boîtes commerciales, les boîtes noires que vous mettez devant, qui sont marquées Firewall, IDS, etc., vous ne pouvez pas lire les commentaires dans le code source, et souvent, ils ne gèrent pas correctement. Donc, comme IPv6 utilise ce système de chaînage d'entête pour la fragmentation, donc pour faire de la fragmentation en IPv6, on met un en-tête fragmentation après l'en-tête. Donc l'en-tête, le vrai en-tête, l'en-tête de départ, pointe vers l'en-tête fragmentation, qui pointe vers la charge utile. Et donc, c'est la méthode souvent la plus simple aujourd'hui. Si vous voulez, si votre mission, c'est de contourner, c'est de faire une attaque en IPv6 sans être détecté par l'IDS et sans être bloqué par le pare-feu, la méthode la plus simple en général, c'est de rajouter des en-têtes fragmentation. Aujourd'hui, vous passez quasiment partout. Vous ne trompez pas Wireshark, qui est plus malin que ça. Mais vous trompez beaucoup de programmes.
Alors c'est mal, hein, bien sûr c'est mal, hein, vous n'allez pas le faire pour des vraies attaques. Autre cas où vous avez une différence entre IPv4 et IPv6 qui est fondamentale, c'est tout ce qui concerne l'énumération des adresses. C'est une technique classique préalable à toute attaque. Vous voulez attaquer un réseau, premier truc, de repérer les adresses qu'il y a dans ce réseau. Alors là, c'est là qu'il y a l'option -G de fping. Par exemple, Nmap aussi a la possibilité de prendre un préfixe comme point de départ et à ce moment-là, il balaye tout le préfixe. En IPv4, c'est facile. En fait, en IPv4, vous pouvez même balayer tout l'Internet. C'est ça qui explique l'IBR. Vous vous souvenez, l'Internet Background Radiation, c'est les gens qui passent leur temps à scanner tout l'espace IPv4. Si vous faites que 10 adresses par seconde, ce qui est très peu, vous avez intérêt à le faire quand même très lentement pour ne pas être détecté, justement. Vous allez me dire, je peux émettre quand même plus de 10 paquets par seconde, c'est ridicule comme chiffre. Non, c'est pour limiter les risques d'être détecté. Dans ce cas-là, vous balayez un /16 en moins de 2 heures. Et vous pouvez, c'est réaliste, vous pouvez balayer tout l'Internet. Le /0, le 0/0, vous pouvez le balayer dans sa totalité. Il y a d'ailleurs des tas de gens qui font ça. Ce qui fait que vous pouvez détecter des machines, même discrètes, des machines qui n'émettent pas, qui ne se signalent pas, c'est possible. Ça, c'est possible en V4. Et c'est une technique très très utilisée par les pirates. Il y a tout un tas de méchants qui font ça. En IPv6, si vous voulez le faire naïvement, c'est-à-dire vraiment en partant de zéro et en allant jusqu'à la fin, vous êtes mort. Un /64, c'est-à-dire un simple réseau local, tel que la Loufri a ses clients, à ce rythme-là, vous en avez pour des milliards d'années. Et vous n'avez évidemment aucune chance de pouvoir énumérer comme ça la totalité de l'Internet V6. Quand les gens mettent des adresses statiques pour leur serveur, typiquement, ils commencent à 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3. Donc, il y a une répartition des adresses IP dans le préfixe qui n'est pas aléatoire. Et puis bon, les machines, si elles ne sont pas discrètes, elles font des connexions sortantes. À ce moment-là, elles peuvent être repérées. Il peut y avoir des schémas de nommage aussi. Par exemple, 1 est une adresse courante, mais 42 aussi. Donc il y a tout un tas de cas où on peut prévoir des adresses, et le RFC 5157 donne une liste de techniques qui permettent de faire de l'énumération. Donc celle qui ne marche pas en IPv6, c'est l'énumération naïve. C'est-à-dire brutalement, je pars de zéro, je vais jusqu'au bout, ça oubliez en V6. Vous n'avez aucune chance d'y arriver. Par contre, des énumérations intelligentes peuvent arriver. Donc description théorique dans le RFC 5157 et implémentation dans l'outil Scan6 qui a été annoncé hier sur BugTrack. Donc ça tombe bien, c'est pile pour mon exposé. Il y a un outil qui implémente ces énumérations intelligentes, qui essaye de deviner à partir de l'information que vous lui donnez. Alors c'est beaucoup plus pénible qu'en V4. Hein. Vous êtes obligé de lui donner des informations sur ce que vous pensez qu'est le schéma de nommage. Il en essaye d'autres, il essaye de deviner, et au bout d'un temps plus ou moins long, il a fini par trouver des adresses IPv6. Scan6 a un défaut, enfin non, c'est un avantage ou un défaut. Il est très bavard. C'est un avantage pour la sécurité, c'est-à-dire si quelqu'un le fait tourner sur votre réseau, vous avez des chances de le voir passer. C'est un inconvénient pour l'attaquant, parce que c'est pas discret. En V4, balayer un /16, vous envoyez 2 puissance 16 paquets, c'est pas grand-chose. Ça peut passer inaperçu. En V6, même avec les attaques intelligentes, vous allez être obligé d'envoyer beaucoup de paquets. Donc là, c'est un point où je crois qu'on peut dire que globalement, la sécurité est meilleure en V6 qu'en V4 et elle restera. Ça sera toujours plus pénible d'énumérer. Pas impossible, il ne faut pas se faire d'illusions, mais plus pénible. Et puis enfin, l'autre question fondamentale qui fait toujours du bruit, alors là, c'est le truc, si vous voulez faire une flémoire, là c'est le bon point de départ, et le NAT alors, et la sécurité du NAT. Alors là, ça vaut la peine que je boive 2 gorgées, parce que là, ça va être compliqué. La question est la suivante. En IPv4, aujourd'hui, quasiment tout le monde est derrière un routeur NAT, à part les serveurs Internet publics. Il n'y a guère de choix. À cause du manque d'adresses IP, on est obligé de fonctionner comme ça. Donc aujourd'hui, l'état, quand vous êtes connecté en IPv4, c'est que vous êtes quasiment toujours derrière du NAT. Un effet de bord du NAT, c'est qu'il ne permet pas les connexions entrantes. Donc ça protège vos machines contre quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui essaie de se connecter sur vos machines. Exemple typique, vous avez une imprimante qui a un serveur HTTP permettant la configuration d'imprimante via un navigateur web. Le mot de passe de l'imprimante, c'est printer, par exemple.
et c'est par défaut en sortie d'usine, et quasiment personne ne change. Donc vous avez des possibilités d'attaque considérables qui sont ouvertes par ça. En pratique, c'est pas trop grave, parce que l'imprimante est quasiment toujours en IPv4 connectée derrière un NAT, qui fait que les connexions entrantes sur le port 80 n'arriveront pas. Donc les gens se sentent en sécurité. Ils disent oui, mais en IPv6, on n'aura plus de NAT, alors on va perdre cette sécurité. Alors d'abord une précision, le NAT en IPv6 n'est pas indispensable. En V4, il est indispensable. À moins que vous ayez une réserve d'adresse quelque part, parce que là, vous pouvez devenir riche en la vendant. Et sinon, le NAT est quasiment indispensable en V4. En V6, il n'est pas indispensable, mais il est permis. Vous avez deux RFC qui décrivent ça. 5902 qui décrit le cadre architectural du NAT sur V6. Est-ce que c'est utile? Dans quel cas? À quoi ça sert? Et le 6296 qui décrit le protocole. Qui s'appelle pas NAT, qui s'appelle NPT pour Network Prefix Translation, et qui a moyen de faire du NAT en V6. C'est implémenté dans le noyau Linux, ça a été, c'est depuis le 3.8, je crois, le 3.7, non, c'est déjà en 3.7, il me semble. Ouais. Donc ça, c'est déjà, le déploiement commence déjà un petit peu. Donc, premier truc, vous pouvez faire du NAT en V6 si ça vous plaît, si c'est ça que vous aimez, si vous estimez que c'est bon, ok, mais c'est pas indispensable. Est-ce qu'en pratique ça sera déployé? Est-ce que les gens vont l'utiliser? Difficile à dire. En sécurité, vous savez, les gens reposent souvent sur des trucs magiques. On met un crucifix, par exemple, dans la salle machine, on est protégé. Ça vous semble ridicule? La plupart des gens qui mettent un firewall, c'est pas différent. Hein. Ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas comment ça marche, ils ne savent pas si c'est adapté à leurs problèmes, ils en mettent un et ils sont contents. Et puis comme l'Église catholique, ça a l'avantage qu'on paye. On se sent beaucoup mieux quand on a payé. Donc vous payez le denier du culte, vous êtes rassuré, vous avez plus de chances de finir au paradis. Vous avez acheté un firewall, vous êtes content. Je rigole pas, mais j'ai vu des boîtes, par exemple, où il y avait dans le plan sécurité, il y avait écrit noir sur blanc des trucs du genre, l'objectif 2013 pour la sécurité, c'est de dépenser telle somme. C'est-à-dire que la dépense n'est plus un moyen, c'est un objectif en soi. Et alors en sécurité, c'est facile de dépenser de l'argent. Il y a des tas de vendeurs qui seront ravis de vous aider pour ça. Donc, en matière de NAT, très souvent, c'est la même chose. Les gens qui mettent le NAT pour la sécurité, ils ne savent pas vraiment comment ça fonctionne, ils ne connaissent pas les problèmes. Par exemple, ils ignorent les études qui montrent toutes que la plupart des attaques viennent de l'intérieur. Donc mettre un NAT, c'est aussi intelligent que les empereurs romains qui construisaient un mur tout autour de leur empire, le limes, alors que la totalité des empereurs qui ont été assassinés l'ont été par des gens de leur propre armée. Donc le mur contre les barbares, ça n'était pas tellement. Donc il y a la même chose avec le NAT, et le côté magique. On a un NAT, donc on est en sécurité. Donc, est-ce que les gens vont le mettre en V6 s'ils veulent? Pourquoi pas, hein, ça ne me dérange pas. Mais est-ce que ça aura des conséquences sur la sécurité? C'est plutôt ça la question. Alors, le point important à se rappeler, c'est que le NAT en soi n'est pas un facteur de sécurité. Ce n'est pas un facteur de sécurité pour plusieurs raisons. Une bonne partie des attaques viennent de l'intérieur. Et dans ce cas-là, le NAT ne protège pas. Pour prendre un exemple, nos collègues de Nominet, le registre de .uk, le registre britannique, avaient fait un test de sécurité chez eux qui était public, alors je ne vous dévoile pas de secret, qui était très rigolo. Une des étapes, enfin, ils avaient fait plusieurs techniques, ils avaient utilisé plusieurs techniques de pénétration, et une qui était assez amusante, c'est que le type qui avait fait le pen test avait jeté des clés USB sur le parking, comme ça, par terre, comme ça. Et la clé USB portait évidemment un malware actionné par l'autorun qui écrivait à son maître pour dire « Ah, j'ai été ramassé, j'ai été branché, je suis dans telle machine, à tel endroit, je vois tel truc, etc. » La moitié des clés mises dans le parking avaient été ramassées et branchées. Hein, c'est une technique qui est bien connue depuis qu'elle a été popularisée par Stuxnet. Vous laissez traîner des clés USB, vous pouvez être sûr que les gens vont les brancher. Des fois même par curiosité, en disant qu'est-ce qu'il y a dessus, c'est rigolo, ou simplement pour profiter d'une clé gratuite. Donc à partir de là, le NAT ou même les pare-feux ne servent absolument à rien. En fait, ça ne sert même pas, de ne pas être connecté ne vous protège même pas. Stuxnet avait été piraté comme ça, alors que le réseau de l'usine de l'enrichissement d'uranium n'était pas du tout connecté à aucun réseau. Donc, le NAT n'apporte pas de sécurité, d'abord à cause du fait que les attaques viennent de l'intérieur. Deuxième raison pour laquelle le NAT n'apporte pas de sécurité,
Aujourd'hui, la plupart des attaques sont des attaques par charge utile. Il y a 10 ans, la plupart des attaques étaient des attaques réseau, c'est-à-dire le méchant se connectait à des ports ouverts, causait des services et d'une façon ou d'une autre les piratait. C'est comme ça que le SQL Scammer, par exemple, avait marché. C'était un truc il y a SQL Server tournant sur les produits Microsoft par défaut écoutait sur tout l'Internet. Et donc on pouvait se connecter assez facilement au serveur, le pirater, ensuite le faire faire des tas de choses. Ce genre de truc ne marche plus aujourd'hui. Aujourd'hui, vous installez un ordinateur par défaut, c'est-à-dire bêtement, sans faire attention, il n'y a quasiment pas de port ouvert. C'est le cas pour Ubuntu, mais c'est aussi le cas pour Android, c'est même le cas pour Windows aujourd'hui, ou pour macOS. Aujourd'hui, quand vous l'installez en mode Michu Style, il y a très peu ou pas du tout de port ouvert. Testez avec Nmap, vous verrez. Donc, le TAT qui bloque les connexions entrantes ne gêne pas grand-chose. Il gêne encore pour des cas comme une imprimante avec son serveur HTTP par défaut, des trucs comme ça. Mais c'est tout. Et la plupart des attaques effectives sont des attaques par charge utile. C'est-à-dire c'est le client lui-même qui allait chercher le malware. On lui a dit, il a reçu un spam disant plein de femmes nues gratuites à tel endroit, hop, je clique, je télécharge et pouf, terminé. Donc le NAT ne protège pas contre ça puisque c'est de l'intérieur qu'est venue en fait la demande. Donc pour toutes ces raisons-là, de toute façon le problème est mal posé. Le NAT en soi n'apporte pas grand-chose en sécurité, voire pas du tout, ça dépend des cas. Donc c'est pas ça. Donc le fait de l'avoir en V6 ou pas n'est pas un problème. En V6 comme en V4, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, du logiciel correct, ça, facile à dire évidemment, mais déjà ça serait pas plus mal effectivement que les imprimantes ne soient pas livrées avec un mot de passe par défaut pour le serveur HTTP. Je ne rêve pas, je ne pense pas que ça va être fait tout de suite dans les semaines qui viennent, mais c'est quand même quelque chose à faire. Et puis des pare-feux. C'est pas la même chose qu'un NAT. Hein, souvent, à cause de V4, on s'est habitué à confondre les deux notions. Un pare-feu, c'est un engin qui est spécialement conçu pour le filtrage et qui effectivement peut protéger pour des problèmes comme l'un qui mettait un firewall comme solution magique à tous les problèmes. Je ne voulais pas dire non plus qu'il ne fallait pas mettre de pare-feu. Je veux dire qu'il faut mettre un pare-feu dans les cas où c'est utile. Ce qui n'est pas tous les cas. Bon, et puis les utilisateurs prudents et qui, quand on leur dit vous avez gagné 10 000 €, cliquez ici pour les récupérer, ne cliquent pas. Là aussi, je demande peut-être beaucoup. Mais bon. Idéalement, c'est ça qu'il faudrait faire. Non, mais c'est vrai que les problèmes de sécurité sont des problèmes humains. Alors, d'un côté, le problème des humains, c'est qu'il n'y a pas de upgrade de logiciel possible. D'un autre côté, la formation existe quand même, et les gens peuvent comprendre, ils peuvent progresser. Alors, est-ce que cette liste des points fondamentalement différents, V4 et en V6, est terminée? Non, elle n'est pas complètement terminée. Mais je voulais laisser de la place aussi pour des questions, pour des discussions. Il y a encore des tas d'autres points dont vous allez peut-être en parler. J'en cite au moins 2, par exemple, 3 peut-être, allez, 3 que je vais citer rapidement, ça vaut la peine. Par exemple, si vous êtes programmeur, vous avez une option qui n'est pas toujours connue, IPv6, V6 only. Quand vous ouvrez une socket V6, par défaut, vous recevez aussi les connexions V4 et les reçus et représentés comme des adresses V6. Si vous avez un logiciel qui a des ACL, par exemple Apache, si vous utilisez les directives allow, from, deny de Apache, à ce moment-là, vous pouvez avoir le cas où l'adresse correspondait en V4, mais plus en V6, puisque l'adresse V4 va être représentée comme une adresse V6. Donc V6 en ligne ici est une option pour dire que sur la socket V6, on n'accepte que du V6. C'est un truc qui a fait au début un peu de bruit. Plus embêtant, les attaques neighbor cache, comme celle qui est citée ici, c'est une des attaques qui repose sur le fait que on a beaucoup plus d'adresses en V6 qu'en V4, et donc on peut épuiser des ressources chez quelqu'un d'autre. Par exemple, l'équivalent en V4, c'est que vous repérez un réseau quelque part qui vous déplaît, vous voulez le planter, mettons que ça soit un /28. Vous écrivez à... et qu'il n'y a qu'une seule adresse dans le /28 qui écoute. Vous écrivez à toutes les adresses du /28. Le dernier routeur avant le serveur, il va être obligé de faire des requêtes ARP pour ça. Il y a une des requêtes ARP, il aura une réponse tout de suite, la machine qui marche, et les 15 autres machines, personne ne répondra. Donc le routeur devra allouer un tableau avec 15 entrées assez longues jusqu'à attendre le timeout ARP. Bon, 15 entrées, c'est rien du tout. Maintenant, en IPv6, c'est plus méchant. Si vous visez un réseau local qui est un /64, qui est la taille typique par défaut, et que vous écrivez à toutes les adresses du /64,
le dernier routeur va devoir faire une résolution NDP, l'équivalent de ARP, pour 2 puissance 64 entrées. Donc ça nécessite que la gestion du cache soit plus intelligente qu'en V4, avec un système de remplacement, avec des timeouts qui réduisent quand il y a beaucoup de trafic, des choses comme ça. Autre dernier problème, parce que je l'ai souvent cité, le filtrage ICMP. Alors si vous voulez embaucher quelqu'un qui fait de la sécurité, une bonne question d'entretien d'embauche, c'est est-ce qu'il faut filtrer ICMP pour des raisons de sécurité? S'il répond oui, vous pouvez le virer tout de suite. Parce que, en fait, le problème est que... Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Notamment, l'erreur que font souvent les gens, c'est qu'ils attribuent à ICMP des attaques qui ont été faites la première fois avec ping, mais qui en fait étaient possibles avec d'autres. L'exemple le plus typique, c'était le ICMP Packet of Death, qui en fait avait été pour la première fois, la première exploitation publiée utilisait ping, mais en fait ils pouvaient faire avec n'importe quel paquet IP, même pas ICMP spécialement. Des tas de gens ont filtré ICMP à cause de ça. De même, des tas de gens confondent ICMP avec la requête echo, qui n'est qu'un des types des requêtes ICMP. Ça a été utilisé par ping. En IPv6, ICMP sert aussi pour indiquer la taille de la MTU, et donc s'il faudra fragmenter au départ ou pas. Si vous le bloquez, et que sur le trajet, vous avez une MTU qui est inférieure aux 1500 octets d'Ethernet, vous allez avoir des tas de problèmes rigolos, genre la connexion HTTP qui se fait, mais les paquets qui ne passent pas ensuite. Donc ça, c'est pas un problème de sécurité, c'est l'inverse. C'est au nom de la sécurité, des incompétents qui filtrent tout ICMP et après qui bloquent des choses. Mais bon, on n'a pas le temps malheureusement de tout détailler. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie, c'est-à-dire des problèmes non contingents, permanents, avant que j'en arrive à la conclusion et à la synthèse? Le fait d'utiliser des adresses générées aléatoirement, comme vous parliez, ça ne provoque pas une perte de visibilité pour l'administrateur et ça empêche les éventuelles enquêtes en cas d'incident? Si, exactement. Donc les adresses aléatoires, c'est-à-dire celles qui visent à résoudre le problème pour la vie privée des adresses basées sur l'adresse MAC, les adresses aléatoires, effectivement, compliquent l'administration. D'ailleurs, l'autoconfiguration sans état, d'une manière générale, complique l'administration aussi, parce qu'on ne sait pas qui l'a fait. Alors, si c'est un vrai problème, ben, on utilise DHCP. Et là, on contrôle exactement quelles sont les adresses utilisées, comme en V4. Mais sinon, on a un problème qui est un problème de fond en sécurité, un peu. C'est quel niveau de contrôle on veut. C'est très relié à un débat qui fait actuellement rage dans le monde de la sécurité, qui est le débat sur le BIOD, le Bring Your Own Device, qui est cette tendance de plus en plus répandue, que les employés arrivent dans l'entreprise avec des engins qu'ils ont achetés eux, qu'ils contrôlent, qui ne sont pas... Traditionnellement, la sécurité dans beaucoup d'entreprises reposait sur le fait que les machines étaient achetées par l'entreprise, le logiciel installé à partir d'un master fourni par le service informatique officiel, et que donc on contrôlait complètement ce qu'il y avait sur les postes de travail des utilisateurs. Le BIOD remet complètement ça en cause. Donc il y a deux attitudes en sécurité. L'une qui est de dire, ben, on va donc interdire aux gens de venir avec leur smartphone et leur tablette sur le lieu de travail. Alors, deux problèmes, c'est qu'à faire respecter, c'est pas facile. Et deuxièmement, c'est que ça emmerde les gens, c'est une vraie perte de productivité. Si les gens utilisent leur tablette, c'est aussi souvent parce que sur le master fourni par la DSI sur le PC, il n'y a pas les logiciels intéressants, il y a des tas de trucs qui ne marchent pas, des choses comme ça. Et une autre attitude possible, c'est-à-dire qu'on accepte le BIOD, mais qu'on le contrôle, qu'on encadre, que les gens, qu'on surveille les adresses, des choses comme ça. Donc c'est lié à ce débat ici, c'est l'attitude, je reconnais toutes les adresses IP de toutes les machines de mon réseau, elle convient bien pour l'ancien système, c'est-à-dire où l'entreprise avait acheté toutes les machines, elles sont rentrées dans une base de données quelque part, il y a un inventaire, on connaît les machines, on sait, à telle adresse IP, c'est le PC de machin de la comptabilité qui est au 3e étage, et hop, on peut lui tomber dessus et immédiatement et lui dire « Qu'est-ce que tu viens de faire là ?» Avec le BIOD, on va peut-être être obligé de façon de migrer vers un autre système, un système qui convient mieux à ce monde où il y a plus de machines, des machines qu'on contrôle moins, et d'avoir un système où on est plutôt a posteriori. C'est-à-dire on essaie de partitionner le réseau pour au moins repérer de quel coin vient un problème, et on essaie au moins de savoir quelles sont les machines, même si on ne leur a pas attribué l'adresse.
Mais ça, c'est un sujet de réflexion qui dépasse pas mal le cadre d'IPv6. Hein. Il y a le même problème, il y a pile le même problème en IPv4 aujourd'hui. Le système de contrôle des adresses IP de tous les gens qui viennent, il convenait bien à l'époque de l'informatique fixe, c'est-à-dire du PC fixe sur le poste de travail. Aujourd'hui, soit on veut maintenir ce modèle à tout prix, et là, ça veut dire rentrer en guerre contre ses propres utilisateurs, ce que pas mal de responsables sécurité sont prêts à faire. Il y a pas mal de responsables sécurité qui ont choisi ce métier parce qu'ils sont sadiques et parce que leur but est d'embêter les utilisateurs le plus possible. Mais c'est un combat qui, sur le long terme, ne va pas être facile. Soit on passe à un autre paradigme qui reste encore pas mal à définir, hein, mais qui est peut-être plus adapté à l'informatique d'aujourd'hui. Je veux dire, quand un employé aujourd'hui rentre dans les locaux de l'entreprise, il trimballe sur lui au moins 2 ou 3 ordinateurs, et qui ont les capacités d'être piratés, d'avoir du malware, d'avoir des problèmes. Les gérer comme les PC fixes d'autrefois, est-ce que c'est réaliste? J'en suis pas sûr. Mais c'est un débat très intéressant, et pour lequel on n'a pas encore de solution. Et c'est vrai que ces problèmes de DHCP, d'autoconfiguration sans état, sont très liés à ça. Alors, en guise de conclusion, bon, j'ai dit au début que j'allais répondre à la question est-ce que IPv6 est plus ou moins sûr que V4? En fait, non, je ne vais pas y répondre parce que la question ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de faire gravement des pronostics et des synthèses. Ce qui m'intéresse, c'est d'améliorer la sécurité et donc de se demander quelles sont les mesures qu'on peut prendre en sécurité. Plutôt intéressant, c'est je suis responsable de la sécurité. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la sécurité IP en général et IPv6 en particulier? Donc, vous allez être déçus parce que, d'abord, il y a une première mesure auquel on peut penser. Alors, c'est simple. IPv6, ça m'embête. Je n'ai pas envie de m'y mettre. Je ne vais pas le déployer. Alors, ce n'est pas une bonne idée pour plusieurs raisons. D'abord, IPv6 a une vraie utilité de résoudre le problème de la pénurie d'adresses. Deuxième raison pour laquelle ce n'est pas une bonne idée, les autres peuvent s'y mettre. Et dans ce cas-là, si on est soi-même on ne l'a pas, on risque d'être désavantagé. Et troisième raison, de toute façon, sans que vous en rendiez compte, vous avez peut-être déjà l'IPv6. Depuis pas mal de versions de Windows, c'est activé par défaut. Si les commutateurs ne le filtrent pas, même si vous-même vous croyez ne pas avoir d'IPv6, vous en avez déjà sur votre réseau local. Et certaines attaques, comme l'attaque macOS, moins que vous ayez configuré tous vos commutateurs pour bloquer les protocoles non IP. Mais ce n'est pas toujours le cas et pas toujours possible. Donc, meilleure réponse. Premier truc, connaître son réseau. Alors c'est très important par rapport à la question précédente sur... Il y a deux façons en fait de gérer les machines sur le réseau. L'une c'est préalable. Une machine ne se connecte pas tant que son adresse MAC n'a pas été enregistrée dans la base d'inventaire, d'où sont déduites les filtres qui sont appliqués sur les commutateurs. Ça c'est la méthode traditionnelle. Une autre méthode plus adaptée au BIOD et à aujourd'hui, c'est au contraire de le faire après. Alors, on laisse tout le monde se connecter, mais on surveille. Un logiciel comme ARP Watch sur IPv4, je vous le recommande fortement, c'est vraiment génial, ARP Watch. Qu'est-ce qu'il fait? Il écoute le trafic ARP et il en déduit qui est connecté et il est capable de dire si c'est une nouvelle machine, si on a déjà vu, si cette adresse IP est déjà utilisée par quelqu'un d'autre. En fonction de l'adresse MAC, on peut avoir une idée du type de la machine utilisée, ce genre de choses. Il y a deux équivalents pour IPv6, ça s'appelle NDPMON et RAMOND. Si vous gérez un gros réseau IPv6, c'est vraiment des outils nécessaires. Notamment, vous vous souvenez des racailles? J'avais dit que c'est difficile de se prémunir contre les racailles, par contre c'est facile de les détecter. Comme les annonceurs RA sont diffusés, la sonde RAMOND ou NDPMON va aussi entendre l'annonce et va dire tiens, il y a quelqu'un qui s'est mis à émettre des RA et c'est pas celui qu'il y avait avant. Et pouf, alerte, et à ce moment-là on peut faire quelque chose. On peut dire au commutateur où est-ce que tu as vu passer cette adresse MAC, ce genre de choses. Donc ça c'est le truc le plus important, c'est valable aussi en V4. Hein. Mais c'est plus important en V6 parce que c'est vrai qu'avec des techniques comme l'autoconfiguration sans état, on ne peut plus avoir une liste d'adresses IP fixes à gérer. Et puis sinon, les autres choses, c'est pas vraiment différent. Il faut vérifier que tous les outils de sécurité qu'on a gèrent V6. Il y a un truc qui m'a toujours étonné dans le déploiement de V6, c'est que des fois je demande aux gens « Mais pourquoi vous n'avez pas déployé V6 ?» Parce que l'IDS qu'on utilise ne gère pas V6. Ok. Est-ce que vous avez demandé au vendeur? Est-ce que vous lui avez dit, je suis client, et en tant que client, j'ai toujours raison, et je voudrais bien qu'il y ait IPv6 dans le produit? Ah ben non. Et quand on demande aux commerciaux, des vendeurs, on dit, pourquoi il n'y a pas IPv6 dans votre produit? Ils disent, personne ne nous l'a demandé, vous êtes le premier à m'en parler.
Et alors, pour des fois, le vendeur, il pipote. En fait, il y a eu d'autres demandes, mais il prétend qu'il n'y en a pas eu, parce que ça l'embête. Mais des fois, il a raison. Des fois, c'est vrai que les gens, très souvent, ça suis toujours étonné à quel point les DSI ont souvent une attitude passive vis-à-vis des vendeurs. Ils prennent la liste des fonctions comme « ah ben c'est comme ça ». Bon, la vraie raison, je vais être méchant, mais la vraie raison pour laquelle beaucoup de gens ne déploient pas IPv6, c'est qu'ils ont la flemme. Ça a un boulot de plus, un truc en plus, c'est embêtant, ou ils ont peur de révéler les limites de leurs compétences aussi. Ça peut arriver aussi pour des gens qui connaissent qu'un truc et qui n'ont pas envie de changer. Donc là, pour la sécurité, c'est une mauvaise raison. La plupart des fonctions comme l'IDS peuvent parfaitement être faites en V6, comme en V4. Il faut juste vérifier que ça fonctionne. Et autrement, je vous l'avais dit, la sécurité de V6 est très très proche de celle de V4. Alors sinon, vous avez aussi des techniques spécifiques à V6. SEND, par exemple, est une technique. Vous vous souvenez quand on avait parlé de la sécurisation de DHCP avec la cryptographie? Il y a des gens qui l'ont fait. Ça s'appelle SEND, c'est dans le RFC 3971, et c'est exactement ça. C'est une sécurisation des RA par des certificats X509, avec des signatures. C'est super. C'est même implémenté. Il y a même eu des gens pour l'implémenter. Par contre, j'en connais aucun pour le déployer. Quelqu'un m'a dit que dans le réseau interne du char Leclerc, la communication entre les différentes parties du char était en IPv6, avec autoconfiguration et avec SEND, à l'intérieur du char, au cas où un pirate réussisse à mettre un faux émetteur RA dans le char. Bon, peut-être qu'ils le font, peut-être. Mais vous voyez clairement que ce qui est fait pour la sécurité d'un char de combat n'est pas forcément adapté à des réseaux normaux. Je ne connais aucun réseau normal qui utilise SEND. Ne serait-ce que parce qu'il faut mettre les certificats des autorités de certification dans tous les clients. Donc il faut convaincre M. Google de mettre ça dans Android. Il faut convaincre M. Apple de mettre ça dans les iPads. Vous voyez le travail que ça fait, et de les maintenir à jour. Vous voyez le boulot que ça peut être. Donc on a une solution technique. Techniquement, SEND c'est très bien fait. Pour faire des projets d'étudiants, alors si vous voulez faire des projets d'étudiants, déploiement de SEND sur un réseau par exemple, parfait, très bien. Dans la réalité, je ne connais personne qui fait ça en son entreprise. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas cité dans les avantages de sécurité de V6. C'est un avantage parce que V4 n'a aucun équivalent. C'est drôlement bien. Enfin, en pratique, je ne le cite pas dans les mesures réalistes. Les deux premières sont des mesures réalistes. SEND, à mon avis, ne l'est pas. C'est super cool, hein, par ailleurs, mais c'est pas ça la solution. Donc en conclusion, il y a peu de différences de sécurité entre V4 et V6, et la plupart sont des différences contingentes, amenées à disparaître avec le temps. D'un autre côté, si vous êtes vraiment expert, il faut les connaître, ces différences, parce que l'attaquant, il est vicieux, l'attaquant. Il attaque en général par l'endroit le plus faible. Donc si vous avez une vulnérabilité uniquement en V6, c'est peut-être celle-là qu'exploitera l'attaquant. Donc c'est pas inutile quand même de faire des exposés sur la sécurité d'IPv6 et de les suivre. Si vous voulez lire quelques références, alors malheureusement, il n'y a pas beaucoup de trucs à lire parce que la plupart des articles que j'ai lus là-dessus, c'est du troll. C'est des types qui, en fait, fondamentalement, IPv6, ils ne comprennent pas ou ça les embête. Et donc, ils se sentent obligés de justifier leur décision. En informatique, en général, normalement, dans un ingénieur, il étudie une situation et en fonction de ça, il prend une décision. Mais vous savez bien que dans la réalité, les choses ne se passent pas comme ça. Les choses se passent plutôt comme « Oh là là, ce truc IPv6, ça m'embête, ça me fait peur. Je ne vais pas le déployer, mais il y a mon directeur général qui me demande pourquoi ce n'est pas déployé, il faut que je trouve une raison. » Et là, la sécurité, c'est parfait. Donc ça, c'est souvent utilisé comme ça. Ou bien ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des études sur une vulnérabilité particulière, comme celle dont j'ai parlé, j'en ai cité plusieurs ici, et qui est transformée en un problème général. Les vulnérabilités, il y en a dans V6 comme dans V4, c'est pas ça qui change le problème. En fait, quand on écoute certains, et c'est un truc que je reprocherais à Fernando Gomes par exemple, quand on l'écoute lui, si on l'écoutait lui, on n'aurait jamais déployé IPv4. Parce que lui, il a l'approche de pas mal d'experts en sécurité qui est que tant que c'est pas parfait, il ne faut pas le déployer. Avec un argument pareil, on n'aurait pas d'Internet. En fait, on n'aurait pas inventé le feu non plus. En fait, on ne s'est même pas descendu de l'arbre. Donc, si vous voulez des bonnes lectures, je vous recommande ces deux RFC 6092 et 6204 qui sont sur le problème. Qu'est-ce qu'il faut comme filtrage dans la box Internet qui va être chez Monsieur Michu? Et notamment, qu'est-ce qu'il faut comme filtrage par défaut, sachant qu'une caractéristique de M. Michu, c'est qu'il modifie très rarement le réglage par défaut. Donc, quelles sont les recommandations? Qu'est-ce qu'on peut filtrer? En gros, pour remplacer le NAT question sécurité.
Sinon, la plupart des RFC intéressants ne sont pas encore publiés. Par exemple, sur les problèmes de fragmentation, donc actuellement, la plupart des implémentations de la ERA Guard, qui protège contre les racailles en écoutant les annonces ERA, sont court-circuitées dès que vous avez une fragmentation. Il y a un RFC qui est en cours, qui est presque terminé, qui va interdire la fragmentation des ERA. Puisque les ERA, c'est uniquement dans le réseau local, il n'y a aucune raison qu'ils soient fragmentés. Donc il suffira de l'interdire et ça sera résolu. Ça, il y a une demi-douzaine de RFC qui sont actuellement quasiment terminés, qui vont être publiés dans les mois qui viennent sur la sécurité d'IPv6. En attendant, pour l'instant, malheureusement, on manque de trucs de synthèse corrects. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Je vous remercie et s'il y a des questions, des remarques, des objections, vous avez le droit aux objections aussi. Hein. La sécurité, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des discussions sans feu. Qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui voudrait déployer IPv6 chez lui comme méthode de sécurité Les mêmes qu'en V4 en fait. C'est-à-dire, chez moi, je n'ai pas pris vraiment beaucoup de mesures de sécurité. Pour les valeurs par défaut, sachant que pour M. Michu, c'est la plus importante, parce que c'est celle qui ne changera pas. Donc notamment, le débat a porté sur le blocage des connexions entrantes par défaut. Donc pour chez soi, sinon pour ce qu'on envisage en sécurité, je dirais qu'il faut faire un peu la même chose qu'en V4. Si on est un peu parano, hein, un coup de Nmap sur toutes les machines, un coup de Nmap de l'extérieur, et une vérification de filtrage. Alors par exemple, souvent vous n'avez pas le choix quand vous avez la box d'un fournisseur, vous n'avez pas le choix. Pour prendre un exemple, la Freebox, vous n'avez pas le contrôle du pare-feu qui est dedans, ni en V4 ni en V6. Vous ne pouvez rien faire. La seule solution, c'est de la mettre en mode bridge, et à ce moment-là de mettre votre propre pare-feu derrière. Et à ce moment-là de vérifier qu'il fait du V4 et du V6. Sinon, les solutions de monitoring que j'ai citées marchent bien sur le réseau local. En fait, même mieux sur le réseau local. Parce que monitorer comme ça, sur un grand réseau par maison, normalement il n'y en a pas. Donc ça, ce genre de truc, c'est bien adapté à la maison. C'est vrai qu'en grand réseau, c'est plus difficile. Alors, des informations non officielles, parce que je ne peux pas parler pour Free, les informations non officielles, c'est que Free n'a pas très envie de mettre un pare-feu contrôlable par l'utilisateur, de crainte que ça entraîne après des problèmes de support utilisateur. C'est-à-dire que les gens activeraient quelque chose sans trop s'en rendre compte, et après appelleraient en disant ça ne marche pas. Voilà. Ce n'est pas une réponse officielle de Free, hein. C'est des trucs de discussion avec des gens qui s'occupent des Freebox. Est-ce que des tests comme ça serait possible dans un réseau local, chez vous, d'avoir une adresse IP V4 en public et de pouvoir utiliser en local des adresses V6? Oui, il y a même des tas de gens qui font ça. Par exemple, prenez l'exemple d'un étudiant en informatique, par exemple, qui veut apprendre IPv6 et donc pratiquer, mais il est chez un fournisseur qui ne fait pas IPv6. Une première étape, c'est déjà de le faire sur le réseau local. Et là, déjà, on peut travailler comme ça. Et de communiquer vers l'extérieur. À ce moment-là, après, il faut un tunnel. Et là, ça entraîne en soi d'autres problèmes. Des fois, on n'a pas le choix, hein, mais il faut être conscient du fait que pour la sécurité, c'est pas légal. Il faut qu'il y ait un NAT qui fasse la conversion entre les deux. Non, pas un NAT, un tunnel avec un fournisseur V6. Je vous recommande Hurricane Electric qui fait un service gratuit de niveau professionnel. Un des trucs qui a fait une mauvaise réputation à V6, c'est que pendant longtemps, les tunnels étaient fournis informellement par des étudiants qui faisaient ça de temps en temps et ça marchait très mal. Aujourd'hui, il y a des fournisseurs de tunnels sérieux comme Success ou Hurricane Electric. Et donc, pour le cas du hobbyiste qui veut chez lui pratiquer, typiquement l'étudiant en informatique qui veut apprendre, ou le programmeur qui veut développer, qui veut s'assurer que ses programmes marchent en V6, la meilleure solution aujourd'hui, c'est déjà d'écrire à son fournisseur pour dire je suis très mécontent. C'est le problème.